bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle conférence. C'est l'occasion pour moi de me présenter et le thème de la soirée s'y prête assez bien puisque le couple s'est mis à deux. Et donc vous avez devant vous le nouveau couple à la tête de la caisse régionale. Donc je vais me présenter, donc Olivier Desportes, je suis agriculteur sur le canton de Caunes, à l'est du département. J'ai 52 ans et demi et je suis très fier de vous accueillir ce soir pour cette nouvelle conférence Regard. Je succède donc à Roger Andrieux, ici présent, dont je remercie sa présence et je remercie toutes ces années passées au sein de cette caisse. Merci Roger de ta présence. Voilà, je vais vous passer la parole à Jean-Yves qui va accueillir le conférencier et présenter cette conférence. Merci à vous. Bonne soirée. Bonsoir à toutes et à tous. Très, très heureux de vous voir aussi nombreux, donc, et surtout heureux pour Paul Devendre, parce que vous allez voir que ça vaut le déplacement. Alors c'est la 20e conférence Regard, donc c'est un anniversaire, 20e conférence organisée donc, dans cette caisse régionale. Conférence Regard, hein, dont l'objet est toujours finalement d'ouvrir les yeux sur des sujets de société, des sujets d'actualité, avec une très très grande variété de sujets. Des sujets qui sont toujours... il y a toujours des éléments de sérieux dans les sujets, mais on les traite aussi avec humour, avec distance, et ce sera encore le cas ce soir. Et des sujets aussi donc, qui ouvrent derrière la discussion, donc on pourra aussi avoir ce soir une partie d'échange, évidemment. Donc j'espère que vous allez passer une très bonne soirée. Alors je vais inviter notre intervenant ce soir, Paul, donc, qui est là. On peut applaudir. Donc Paul, alors il est dur à définir, c'est un auteur, c'est un comédien. Il a commencé dans la vie par une formation d'ingénieur. Ouais. Il ne s'est pas spécialisé dans la mécanique du couple, mais c'est pratiquement ça quand même. Il était ingénieur de gestion, il est parti ensuite aux USA, il a fait un MBA en maîtrise de gestion donc à Columbia. Il est revenu, il a créé une compagnie aérienne. Et puis je crois qu'après il a rencontré Corinne. Et ça c'est un moment important de ta vie. Donc tu vas sûrement nous en parler. Il a bâti avec Corinne une entreprise de distribution de produits de filtration d'eau et d'air. Comment il est arrivé là? Et puis après, je crois que c'est en 96, il a assisté à une conférence de John Gray. Et là, ça l'a marqué. Donc il a voulu approfondir le fonctionnement du couple de façon assez sérieuse dans un premier temps, enfin sérieuse, c'est toujours sérieux d'ailleurs, mais en tout cas il a voulu, après avoir travaillé pendant de longues années et enseigné pour que les couples apprennent et se comprennent mieux, en faire un spectacle très très vivant comme vous allez le voir, et donc il organise maintenant, enfin il a des spectacles aujourd'hui à Paris, donc c'est au gymnase, je crois. Et donc on a le plaisir ce soir donc, de l'avoir parmi nous. C'est un grand honneur que tu nous fais, Paul, d'être présent ici. Donc un grand merci. Et puis écoute, maintenant je te passe la parole. À tout à l'heure. Hein, à tout à l'heure. Merci. Merci Jean-Yves, merci à vous. En fait, Jean-Yves ne vous dit pas tout, c'est qu'on a passé une journée ensemble où on a un peu papoté déjà de tout ce thème-là. Il m'a dit qu'il avait besoin d'une révision. Donc c'est pour ça qu'on est là tous ce soir. C'est comme ça que je viens faire un petit tour. Donc merci de m'accueillir donc, sur ce thème pour la 20e de Regard. Alors peut-être pour commencer, je vais vous expliquer en 2 mots pourquoi je suis en train de parler de ça devant vous, parce que ça peut, ça peut expliquer ce qu'on va aborder par la suite. Donc je suis belge une fois, comme ça c'est fait. Et donc effectivement, j'ai le dit en Belgique, j'ai fait une étude d'ingénieur de gestion et puis après j'ai créé une compagnie aérienne. Et puis en fait, en 91, il y a eu la crise du Golfe, donc qui a mis un peu le transport aérien dans les turbulences. Et tout ça a amené en fait que j'ai fait ma crise de la quarantaine à 30 ans. J'ai gagné 10 ans en fait. Et donc, dans ce parcours personnel, on était mariés donc, avec Corinne depuis 2-3 ans quand j'ai assisté à une conférence un petit peu par hasard aux États-Unis qui était donnée par un psychologue américain qui parlait des relations entre les hommes et les femmes. Alors, j'étais un peu sceptique par rapport à ce thème. Je me disais que c'était sûrement pour tous ces Américains qui ont déjà divorcé 4 fois. Ça ne devait pas correspondre à une culture européenne. Et puis moi, de toute façon, j'avais aucun problème avec Corinne. Hein. On était mariés depuis 3 ans aussi. Donc, en 3 ans, on n'a pas encore eu le temps d'avoir trop de problèmes. Mais... j'ai quand même été écouter ce qu'il avait à dire, et vraiment, j'ai adoré ce que j'ai entendu, parce que même si je n'avais pas de problème particulier avec Corinne, il y avait quand même des petits trucs qui m'interpellaient chez elle, comme le fait qu'elle téléphone à sa mère pendant une demi-heure pour expliquer que ce qu'on a mangé à midi était un petit peu froid. Vous voyez ce genre d'informations tout à fait essentielles.
Et chaque fois qu'elle faisait ça, ça m'énervait parce qu'un être normalement constitué comme moi, n'ayant pas besoin de faire ça, c'était évidemment elle qui avait un problème. Alors j'arrivais avec des petites remarques du genre, tu sais, le téléphone ça coûte cher, vous voyez, c'était avant les forfaits, hein, donc on payait à la minute à ce moment-là, vous vous souvenez? Donc, ce n'était pas vraiment le coup du téléphone qui me dérangeait, c'était surtout le fait de ne pas comprendre pourquoi elle avait besoin de faire ce genre de truc. Et là, en entendant John Gray, j'ai compris qu'il y avait une autre logique que la mienne, qu'on déterminait comme féminine, mais pourquoi pas, hein, le yin, le yang, l'animal, l'animus, le masculin, le féminin, on peut le décrire un peu comme on veut. Mais en tout cas, donc, il y avait, je vais l'écarter un petit peu, il y avait une autre logique que la mienne, j'ai adoré comprendre cette logique, voir les avantages qu'il y avait aussi à fonctionner aussi de cette manière-là. Et donc, ça a amené en fait à ce que j'ai commencé à en parler autour de moi, et puis j'ai créé des ateliers de communication sur ce thème, et puis il y a une dizaine d'années, j'ai eu l'envie d'en faire un spectacle, parce que je trouvais que c'était marrant de partager ces informations de manière drôle, parce que ce sont des choses qui sont importantes, mais qui ne sont pas spécialement graves, et si on pouvait le partager de manière un peu ludique, ça pouvait peut-être marcher. Donc c'est comme ça que j'ai fait ce spectacle depuis 10 ans maintenant. Alors, peut-être pour commencer ici, dans ce genre d'atmosphère, on peut en parler, pourquoi est-ce que j'ai vraiment fait toutes ces démarches-là? Quand j'ai entendu le John Gray pour la première fois, on était 1500 personnes dans la salle. Donc, pourquoi est-ce que j'étais plus loin que tous ces gens qui ont déjà entendu ça? Je pense que la raison est assez simple. Il faut que je vous dise que mon père est un peu un pionnier dans son domaine, un précurseur. Il a fait quelque chose avant tout le monde. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a quitté ma mère pour partir avec sa secrétaire quand ma mère était enceinte de moi. Ça ne se faisait pas encore trop à l'époque, hein, c'était il y a 56 ans, 57 ans. Bon, ce n'est pas le thème du jour, mesdames, hein, je vous rassure, ou messieurs d'ailleurs. Mais la particularité de mon histoire, c'est que jusqu'à l'âge de 15 ans, je n'en ai rien su. En fait, ma mère m'avait juste dit, papa travaille trop loin, il ne peut pas rentrer tous les soirs à la maison. Et mon père venait passer le samedi après-midi, passer quelques heures, et puis il repartait travailler. Il travaillait beaucoup, mon père, en fait. Mais ce qui est assez incroyable, c'est qu'avec le recul, maintenant, donc j'ai 3 grandes sœurs. J'ai une sœur qui a 11 ans de plus que moi, une sœur qui a 8 ans de plus que moi, une petite grande sœur qui a 2 ans de plus que moi. Mes 2 sœurs aînées étaient évidemment au courant de la vérité, parce qu'elles, c'était difficile de dire « papa travaille trop loin », et voyez un peu l'état de ma mère. Mais ce qui est assez incroyable, c'est qu'on n'en a jamais parlé entre nous pendant 15 ans qu'on a vécu comme ça dans notre enfance sous le même toit. Corinne et moi, on a 4 enfants aujourd'hui qui sont de jeunes adultes, mais quand je vois mes enfants interagir entre eux maintenant, je ne peux pas imaginer qu'une chose pareille puisse ne pas avoir été dite entre enfants. Même si les parents veulent le cacher pour les meilleures raisons du monde, l'idée c'était que ce qu'ils ne savent pas, c'est pour nous protéger. Hein. J'adhère pas au principe, je comprends le principe, j'adhère pas à l'idée, mais je comprends le principe. Mais autant j'ai encore des difficultés à imaginer qu'on a pu vivre comme ça pendant toutes ces années sous le même toit sans qu'on en parle. Mais tout ça pour vous dire que j'ai été élevé dans un environnement où la communication n'était peut-être pas exceptionnelle sur des points quand même importants. Et je pense que la passion que j'ai développée par rapport à ce thème vient tout simplement du fait que je me dis que si ça peut aider des adultes à être un petit peu plus heureux, un petit peu plus vrais dans leurs relations, dans leur communication, ça aidera probablement leurs enfants à vivre aussi dans des environnements peut-être un petit peu plus sereins. En tout cas, un petit peu plus sereins que ce que j'ai pu vivre quand j'étais plus jeune. Donc voilà, l'origine de toute cette démarche et toute cette passion que j'ai développée par rapport à ce thème. Alors, peut-être pour commencer, ce soir, je voudrais peut-être faire une petite enquête. Je voudrais voir quels sont les couples ce soir qui sont ensemble depuis plus de 20 ans. Est-ce qu'il y en a quelques-uns? Ah oui, quand même beaucoup. Oui. Bon, 30 alors? Il n'y a pas des mains qui doivent se lever. Normalement, c'est juste des mains qui se baissent. Hein. 30 ans. 40? Il y en a 40? 45? Quoi? Combien? Quel est le record? Combien vous êtes? Combien d'années? 40? Ouais? 45, c'est pas mal, hein? Ouais? On peut les féliciter, non? Et en plus, il y a plus? Ouais? Oh, bah oui, oui. Tiens, mais au fait, pourquoi est-ce qu'on les applaudit? Hein? Bizarre. Bon, peut-être parce qu'on sait tous que la vie à deux n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Hein? Donc être ensemble depuis 45 ans ou 40 ans, on veut souligner la performance. Mais en fait, je suis parvenu à me rendre compte qu'il devait y avoir autre chose. Et je m'en suis rendu compte un soir, c'était à Grenoble, je faisais mon spectacle et j'avais posé cette question-là un petit peu par hasard. Et là, il y a un couple qui était ensemble aussi depuis 45 ans. Et là, la salle s'est vraiment spontanément mise à faire une véritable ovation à ce couple. Et je me suis rendu compte, mais je dis, mais pourquoi? C'est bizarre, parce qu'en fait, on ne connaît rien de leur histoire. Peut-être que ça fait 44 ans qu'ils ne se supportent plus. Ben oui, on a tous déjà rencontré des vieux couples qui attendent leur plat, le regardant dans le vide parce qu'ils n'ont plus rien à se dire au restaurant. Vous voyez, on aurait plutôt tendance à les plaindre qu'à les féliciter. Non, donc je me suis rendu compte qu'en fait,
Si on applaudissait ce couple dont on ne connaissait rien de l'histoire, ce n'était pas pour eux, c'était pour une raison bien plus personnelle. C'est tout simplement parce que je crois que ça réveille en nous cette partie de nous qui a aussi envie de vivre une longue et belle histoire d'amour. En fait, quand on démarre une histoire d'amour, on a envie qu'elle soit la plus longue et la plus belle possible. Alors, ce n'est pas toujours possible et tout, il y a plein de raisons. Mais le fond, la véritable envie reste encore et toujours celle-là. Et c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant peut-être de comprendre comment faire. Alors peut-être si on a envie, si cette envie est là, comment faire pour continuer à vivre à deux. Surtout que la société est quand même en train d'évoluer assez rapidement par rapport à tout ça. Parce qu'en fait, il y a 50 ans, oui, chacun vivait dans son monde, hein, globalement. Les hommes au bureau, les femmes au foyer. Il y a 50 ans, aucune femme n'aurait imaginé reprocher à son mari d'avoir utilisé la mauvaise éponge pour faire la vaisselle. Hein. Il ne savait pas où était la cuisine. Alors ça ne rendait pas plus heureux, mais au moins on évitait les disputes. Hein. C'était déjà ça. Mais aujourd'hui, on est au XXIe siècle. Les tâches ménagères sont un petit peu mieux réparties, hein, un petit peu, hein, quand même. Et les femmes ont trouvé une place plus adéquate dans le monde professionnel. Alors tout n'est pas encore parfait, loin de là. Et l'actualité récente liée aux cas de violence conjugale, de harcèlement sexuel, de Weinstein, de toutes ces affaires qui se dévoilent aujourd'hui, on voit à quel point c'est encore difficile de vivre ensemble. Mais au moins aujourd'hui, les langues se délient de plus en plus, hein, on va plutôt dans le bon sens, c'est déjà ça. En tout cas, cette égalité entre hommes et femmes qui se construit peu à peu crée les bases d'une relation bien plus épanouissante pour tout le monde. On est en train de se rendre compte que la domination est incompatible avec l'amour et le respect mutuel. Depuis 2 millions d'années qu'on vit ensemble, on progresse, hein, quand même. Et le problème, évidemment, c'est que plus d'égalité, ce qui est génial, c'est aussi plus de problèmes qu'il faut résoudre à deux maintenant, sans qu'il y en ait un qui décide pour tout le monde. C'est donc important qu'on ait des outils de compréhension et de communication adéquats pour trouver un bon terrain d'entente. Et quand on ne les a pas, aujourd'hui, on voit la résultante, souvent, c'est plus de séparation. Mais en outre, cette quête d'égalité, qui est évidemment fondamentale, est à l'origine d'un énorme malentendu. Non pas sur l'objectif à atteindre, qui est quand même globalement évident aujourd'hui pour la plupart d'entre nous, enfin ici je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, mais plutôt sur les stratégies à mettre en œuvre pour y arriver. En fait, jusqu'à la fin des années 60, il était établi qu'être un homme, c'était quand même un petit peu mieux qu'être une femme. On parlait du sexe fort et du sexe faible. Les choses étaient claires. Et Freud l'avait d'ailleurs affirmé avec force, quand une femme était hystérique, c'est parce qu'elle avait envie d'avoir un pénis. Alors qu'il n'a jamais imaginé une seule seconde qu'un homme puisse être frustré de ne pas avoir de sein. La norme, c'était l'homme. Bon, dans les années 70 et un peu avant, quelques femmes pionnières, excédées d'être considérées comme inférieures et ne supportant plus cette injustice, ont organisé la lutte féministe pour être reconnues comme l'égale des hommes. Comment ? En cherchant à abolir nos différences. En fait, si elles prouvaient qu'elles étaient comme des hommes, elles ne pourraient plus être considérées comme inférieures. Sans différence, plus d'hiérarchie. Pour être égales, les femmes ont donc cherché à démontrer qu'on était tous semblables. Alors, dans un premier temps, cette stratégie a plutôt bien fonctionné, puisqu'elle a permis aux femmes d'être mieux reconnues et acceptées dans le monde professionnel dominant masculin. L'archétype de ce type de femme, pour moi, c'est Margaret Thatcher. Mais à mon sens, on atteint aujourd'hui les limites de cette logique-là. Parce que cette logique-là a poussé de plus en plus de femmes à se comporter comme des hommes, mais elle n'a jamais vraiment remis en cause le principe même de cette soi-disant supériorité masculine. Comme si pour combattre le racisme, les Noirs avaient cherché à devenir blancs. Un peu comme Michael Jackson, finalement. Et malheureusement, on voit comment ça s'est terminé pour lui. Aujourd'hui, à mon avis, ce ne sont plus les différences entre hommes et femmes qu'il faut combattre. C'est leur hiérarchisation absurde et surtout les droits inégaux qui y sont associés, ce qui n'a rien à voir. Parce qu'il est tout à fait possible d'être égaux et différents. Égal ne veut pas dire semblable. On peut aimer les pommes et les poires sans obligatoirement préférer les unes aux autres. Ce sont deux fruits égaux et différents. Et de la même manière, il ne devrait être ni meilleur ni pire d'être une femme ou un homme. À mon sens, le sexisme comme le racisme ne se combat donc pas en cherchant à abolir nos différences, mais au contraire en faisant en sorte qu'elles soient mieux respectées et surtout qu'elles ne soient plus une source de discrimination. Parce que comment défendre la parité si on prétend qu'il n'y a aucune différence entre hommes et femmes ? Eh oui, si on déclare qu'on est pareil, laissons les hommes aux commandes, hein, si c'est la même chose. Et s'il y a des homosexuels et des hétérosexuels, c'est bien qu'on perçoit une différence entre hommes et femmes.
Sinon, il n'y aurait aucune raison qu'une femme lesbienne ne soit pas attirée par un homme. Et si enfin certains mettent autant d'énergie à vouloir être reconnus dans un genre différent de leur sexe, allant même parfois jusqu'à se faire opérer, c'est bien qu'eux aussi perçoivent une vraie différence entre les hommes et les femmes. Alors évidemment, donc mon idée, c'est qu'on est différents, le masculin et le féminin, les hommes et les femmes. Mais c'est vrai que ce n'est pas tellement les hommes et les femmes. Ça ne veut pas dire évidemment que tous les hommes sont les mêmes, ni que toutes les femmes sont les mêmes. On a chacun en soi une part de masculin et une part de féminin, plus ou moins développée, mais surtout aussi plein d'autres aspects de personnalité, de type de caractère, de culture, de blessures d'enfance, ou encore de rêves différents qui font de chacun de nous un être unique. Mais ça n'empêche pas que ça vaille le coup quand même de mieux comprendre ces logiques masculines et féminines. Parce que dès qu'on oublie qu'on ne fonctionne pas toujours de la même manière, on risque de faire une erreur toute bête. On va s'attendre à ce que l'autre réagisse comme on aurait réagi dans les mêmes circonstances. Un petit exemple. Vous vous êtes rencontrés le 22 juin. 10 ans plus tard, le 22 juin matin, la femme se réveille et elle se souvient de tous les détails. C'était à 9h22, elle portait une jolie robe à fleurs, assise sur un banc public sur la grande place en dessous d'un platane. Elle se dit « Je suis sûre que quand il va se réveiller, il va me dire « Oh ma chérie, tu te souviens? Il y a 10 ans, 9h22, le banc public, la robe à fleurs, le platane. » Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il se lève, il se rase, il part travailler, comme d'habitude. Et là, elle se dit « Je suis sûre qu'il ne m'a rien dit ce matin. » Parce que ce soir, il va faire une petite surprise. On va retourner sur la grande place, on va fêter l'événement d'une manière ou d'une autre, il va se passer quelque chose. Le soir arrive, il rentre, il dîne, il se couche, comme d'habitude. Et là, la femme se dit, et voilà bien la preuve qu'il ne m'aime plus. Parce que s'il m'aimait, il se serait souvenu qu'aujourd'hui, il y a 10 ans qu'on s'est rencontrés pour la première fois. Alors, ça c'est vrai dans la logique féminine, ce n'est pas spécialement vrai dans la logique masculine. Alors, je vais vous expliquer, messieurs, pourquoi c'est important de vous souvenir du 22 juin. Enfin, pas du 22 juin, il n'y a rien le 22 juin, les gars. C'est juste un exemple. Notez pas 22 juin dans l'agenda. Non. Mais en même temps, mesdames, ce que je veux dire par là, c'est que si un homme ne s'en souvient pas, ce n'est pas spécialement parce qu'il n'y a plus d'amour. Non, c'est tout simplement parce qu'on ne fonctionne pas de la même manière, on n'attache pas la même importance aux mêmes événements. Et c'est par rapport à cette différence de fonctionnement qu'on peut peut-être comprendre cet oubli plutôt que d'arriver à cette conclusion. Parce que c'est cette conclusion-là qui est très destructrice dans une relation. Parce que toutes ces petites conclusions à laquelle on arrive là, c'est comme des gouttes d'eau. Et une goutte d'eau qui tombe sur une roche, jour après jour, mois après mois, année après année, elle va faire des trous dans la roche la plus solide. Alors qu'un gros caillou qui tombe sur la roche, c'est le caillou qui éclate en morceaux. Vous voyez, il y a quelque temps, on parle dans une formation, la conversation se met à tourner autour de qui sort les poubelles dans le couple. Donc, vous voyez, on ne va pas faire du Comte Sponville aujourd'hui, ni du Luc Ferry. Et je revendique cet aspect un peu plus concret des choses, parce que parfois, c'est vrai que, notamment en France, on peut entendre des penseurs, justement des philosophes et tout, parler de l'amour, de la relation et tout. C'est magnifiquement construit intellectuellement, mais on sort de là et on se demande, mais qui sort la poubelle, quoi? Quand même un peu. Alors, j'adore réfléchir, je ne suis pas en train de critiquer, je dis que c'est magnifique, mais je crois que parfois c'est intéressant aussi, parfois de mettre un peu les mains dans le cambouis. Et donc là, on parle de qui sort la poubelle, voilà, désolé, mais voilà. Et là, il y a une femme qui prend la parole, d'une quarantaine d'années, qui dit « Oh non, on ne va quand même pas parler de ça. » Elle dit « Moi, ce que je veux vivre, c'est l'amour avec un grand A. On est quand même des êtres humains, il faut un peu élever le débat, on ne va pas rester un peu sur des choses si bassement matérielles. » Elle continue comme ça 2 secondes, et puis elle finit, elle dit « Mais je vais quand même écouter ce que vous avez à dire là-dessus, parce que mon problème, c'est que je n'ai jamais été capable de rester plus de 6 mois avec quelqu'un. » Alors, c'est vrai que l'amour avec un grand A, c'est quelque chose de magnifique et de merveilleux. Mais ma conviction, c'est que l'amour avec un grand A, il se construit avant tout avec plein d'amour avec des petits A. Tous ces détails du quotidien qui n'ont effectivement aucune importance. Il y a effectivement 1000 choses plus importantes que ça dans la vie. Mais en même temps, si on ne fait pas attention à ces petits A-là, le risque, c'est que l'amour avec un grand A ne pourra jamais perdurer s'il n'est pas construit sur le socle de ces petits amours avec des petits A. Et donc, en même temps, vous voyez, ce n'est pas grave, mais ça peut faire toute la différence. Et ça, c'est vrai en couple, c'est vrai aussi dans vos entreprises, c'est vrai aussi dans nos relations avec nos enfants, avec nos parents, dans nos familles, et aussi, je vous dis, dans le monde professionnel. Alors, on va voir un petit peu quelles sont ces grandes différences pour commencer de ce fonctionnement masculin et féminin, et puis on abordera un peu 2-3 autres sujets. Première différence fondamentale,
c'est qu'en masculin, ce qui est avant tout important, c'est d'avoir un objectif, d'aller de A vers B et d'atteindre B le plus rapidement possible pour montrer comme on est grand et fort. Alors qu'en féminin, le plus important, c'est d'être bien ensemble. Comment est-ce qu'on peut voir cette différence? De manière très simple, vous allez chez des amis à 2 heures de voiture de chez vous. Vous êtes à 4-5 à vous retrouver, vous êtes de Saint-Brieuc tous et vous vous retrouvez là-bas. Les hommes vont commencer à parler entre eux. La première question qu'ils vont se poser, c'est « Bonjour, première question, combien de temps tu as mis ?» Alors, il y en a un qui a mis 2 heures, l'autre qui a mis 1h55, et celui qui a mis 1h55 a gagné. Et celui qui a mis 2 heures a perdu, et son week-end est déjà foutu. Alors, il va expliquer évidemment que c'est à cause de sa femme, de ci, de là, les bouchons et tout ça. Oui, il va essayer de trouver, oui, bon, parce que c'est un peu énervant pour nous. Alors qu'en féminin, ben les femmes entre elles ne vont jamais demander le temps qu'on a mis, elles s'en foutent. Elles vont dire plutôt comment était la route, de quoi est-ce que vous avez parlé dans la voiture, est-ce que vous êtes arrêté pour manger quelque part, vous voyez comment ça s'est passé. Qu'elles aient mis 5 heures, 10 heures, ça n'a aucun intérêt dans l'esprit féminin. Il y a quelque temps, une femme me dit, c'est marrant, la semaine dernière, on a voulu faire une expédition en montagne, ils habitaient dans la montagne, et ils avaient dit, on va aller à 1000 mètres, il y a un refuge, c'était en été, ils allaient marcher en famille jusqu'à 1000 mètres. Le problème, c'est qu'il faisait super chaud, à 800 mètres, les enfants étaient morts crevés au bout de 2h30 de marche, et là, la femme voit un petit ruisseau sympa, avec des petits arbres et tout, elle se dit, tiens, si on s'arrêtait là pour pique-niquer. Et son mari lui a répondu, non, on a dit qu'on est à 1000 mètres, on va jusqu'à 1000 mètres. Pour lui, il était hors de question de ne pas atteindre l'objectif. Vous voyez, enfin, on loupe la journée. Si je n'atteins pas mon objectif, j'ai loupé ma journée. Alors que pour elle, ben, qu'est-ce qu'on s'en fiche d'aller à 800, 1000 mètres ou quoi? Enfin, l'important, c'est d'être bien ensemble, vous voyez, de faire un tour, de passer un bon moment. Et c'est comme ça aussi qu'on peut comprendre. Vous voyez, une femme peut demander à son partenaire, tiens, si on allait faire un tour? Son mari, oui, où ça? Ben, je ne sais pas, où tu veux. Là, le masculin ne comprend plus. Quoi, tu veux aller quelque part et tu ne sais pas où tu veux aller? C'est quoi ce délire? En fait, si on compare la vie à un voyage, on pourrait dire que le masculin se préoccupe de la destination et des moyens à mettre en œuvre pour y arriver dans les plus brefs délais, alors que le féminin s'intéresse au bien-être de tous pendant le trajet. Le masculin seul ne sert à rien. Quel est l'intérêt de traverser les océans les plus vastes si tout le monde quitte le navire en cours de route et qu'à l'arrivée, il n'y a plus personne avec qui célébrer la victoire? Mais le féminin seul n'est pas la solution. Être ensemble, c'est bien, mais pour faire quoi et pour aller où? Et on le voit, c'est dans un juste équilibre entre le masculin et le féminin que chacun pourra trouver son bonheur. Et on le voit, et on en parlait tout à l'heure justement dans l'entreprise, l'importance de ne pas mettre le profit comme seul but. L'entreprise, c'est aussi un voyage. C'est bien d'être bien pendant le voyage. Vous voyez, c'est une analogie. Quand on met trop de masculin, c'est pas bon. Il faut un bon équilibre. Trop de féminin, c'est pas terrible non plus, mais il faut un bon équilibre entre le masculin et le féminin pour que le voyage soit sympa. Ça, vous voyez un petit peu? Ouais. Deuxième différence entre ce masculin et le féminin, c'est que le côté masculin est plutôt séquentiel, alors que le côté féminin est plutôt multitâche. Si on se compare à un ordinateur, on pourrait dire que le masculin n'ouvre qu'un seul dossier à la fois, alors que le féminin a 10 dossiers ouverts en même temps. Là aussi, on peut le voir de manière très très simple. Il suffit de regarder un homme qui fait la cuisine. Il aura tendance à rester debout devant l'eau des pâtes en attendant qu'elle bout. Il pense peut-être que ça va la faire bouillir plus vite. Alors qu'en féminin, je mets de la chauffer, j'aide mes enfants à réviser sur leur leçon de français pendant que j'envoie vite des mails pour confirmer mes réunions du lendemain, tout en rappelant ma copine Maïté qui a un problème avec son nouveau mets. Oh, il n'y a plus d'eau. Ou les pâtes sont un peu cuites. Et vous voyez, on est souvent agacé par le comportement bizarre de l'autre. Souvent, les hommes disent « Mais qu'est-ce que c'est que ces femmes qui vont dans tous les sens ?» Pendant que les femmes répondent en chœur « Mais qu'est-ce que c'est que ces mecs qui ne sont pas capables de faire deux choses à la fois ?» Oui, ce n'est pas tout à fait de notre faute, on est juste différents. Oui, par exemple, aussi dans les maisons, on laisse souvent les affaires sur les escaliers pour les monter. Un homme voit ça, il va les enjamber. Et en râlant. Qu'est-ce que ça fout dans mon chemin? Ah oui, il montait pour aller se coucher.
Il ne montait pas pour ranger les affaires. Donc, vous voyez, mesdames, ce n'est pas toujours de sa faute, c'est juste l'expression de son côté masculin séquentiel. Et qui n'a d'ailleurs pas que des désavantages. Hein. Non, souvenez-vous, mesdames, des débuts de votre relation, quand il n'avait qu'un seul dossier ouvert, vous. C'était plutôt agréable quand même, non? Autre différence. Le côté masculin, quand il parle, est plutôt dans le factuel, alors que le féminin, quand il parle, est plutôt dans l'émotionnel. Et ça, c'est important parce que, vous voyez, ça peut être... Une femme peut dire « Oh là là, j'en peux plus, j'ai 1000 choses à faire. » Son mec à côté « Mais non, ma chérie, tu n'en as pas 1000, tu en as 12. Regarde la liste. Hein. Pourquoi t'exagères? Pourquoi tu dis 1000 quand c'est 12? C'est pas vrai ce que tu dis. Oui. Ou j'ai mis 3 heures pour aller... je sais pas où. Oui. Mais non, tu n'as pas mis 3 heures. Tu es parti à 5h10, tu es arrivé à 6h, tu as mis 50 minutes. Oui. En fait, messieurs, quand elle dit « J'ai mis 3 heures », elle n'est pas en train de parler du fait, du factuel, de l'information. Elle est en train de parler de son ressenti, du temps que ça lui a paru. C'est comme si j'avais mis 3 heures, tu te rends compte de ce que je ressens. C'est ça qu'elle dit vraiment. En fait, messieurs, quand le féminin parle, il y a une traduction très très simple à faire. Quand il dit quelque chose, vous mettez « c'est comme si » devant, et tu te rends compte de ce que je ressens derrière. Ouais. Vous allez voir, avec ça, vous allez tout comprendre, ça va être limpide tout d'un coup. Et par exemple, aussi le matin, une femme se lève, elle va vers sa garde-robe, elle ouvre sa garde-robe et elle dit « J'ai rien à me mettre. » Moi, avant, quand Corinne me disait ça, je lui disais « Mais pourquoi tu mens ?» Parce que pour moi, « J'ai rien à mettre », ça veut dire qu'il n'y a pas de vêtements dans ma garde-robe. Or, son armoire est pleine à craquer. Donc, je ne comprenais pas pourquoi elle se mettait à me mentir si ouvertement dès le réveil. Ce qu'il faut comprendre, messieurs, c'est qu'en fait, elle ne me ment pas. Elle est simplement dans un côté féminin émotionnel. Il faut savoir qu'une femme s'habille en fonction d'un très grand nombre de critères, hein, messieurs. Son humeur du moment, très très important. Le temps qu'il fait, qu'il risque de faire, son programme de la journée, ses différents rendez-vous, et surtout les 500 grammes qu'elle a pris ou qu'elle a perdu la veille. C'est important aussi. Et donc, en fait, quand elle dit « j'ai rien à mettre », il faut juste traduire par « je n'ai rien qui corresponde à l'ensemble de mes critères du jour ». Et elle a beaucoup de critères. Et c'est comme ça qu'on peut comprendre aussi qu'une femme peut prendre plus que nécessaire quand on part en week-end, en vacances. Moi, je pars 2 jours, je prends 2 chemises. Efficace. Ça ne marche pas dans l'esprit féminin. Parce que je ne sais pas le temps qu'il va faire, les gens qu'on va rencontrer, les circonstances, si le resto dans lequel on va les manger va être plus ou moins chic. Ce n'est pas qu'elle va tout mettre, mais il faut qu'elle puisse avoir le choix au moment où elle devra prendre une décision. Donc, messieurs, quand on part en vacances, on prend une grande valise. D'accord? Autre différence aussi, c'est que le côté, si on se compare maintenant à un appareil photographique, on pourrait dire que le masculin est comme un téléobjectif, très étroit. Alors que le féminin est un grand angle. Et oui, à la plage, vous avez déjà tous remarqué un homme qui regardait une jolie fille qui passait en maillot de bain. Il est obligé de bouger la tête, sinon il ne voit plus rien. Alors que sa partenaire à côté de lui va englober toute la plage d'un seul regard sans qu'on remarque quoi que ce soit. Donc, messieurs, le regarde tout autant que vous, simplement, elle le fait de manière un tout petit peu plus discrète. Et d'ailleurs, la femme en maillot, elle l'a vu bien avant vous. Alors, donc vous voyez, il y a encore quelques différences comme ça, mais je ne veux pas être trop long ce soir par rapport à toutes ces différences. Mais il y a quelque chose qui est quand même très très important que je vais partager avec vous maintenant. C'est de se dire, comment on fait si on est tellement différents, pourquoi est-ce qu'on est quand même ensemble? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas chacun de notre côté? On serait bien quand même. Ben non, non. Pourquoi est-ce qu'on est malgré tout attirés l'un par l'autre? Et pour ça, je vais vous montrer comment fonctionne cette complémentarité entre le masculin et le féminin. Mesdames, en parlant de bonheur en couple, on cherche tous le bonheur dans nos relations et tout ça. Je vais commencer par vous, mesdames. Est-ce que vous savez ce qui rend un homme vraiment heureux en couple? À votre avis? Vous avez des questions? Vous avez des possibilités? Là? Oui, c'est une possibilité. Oui, mais il y a encore un truc un peu plus profond que ça. Non, 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 c'est pas par rapport à lui, vous allez voir. En fait, mesdames, ce qui rend vraiment le secret que vous allez entendre ici, écoutez bien, ce qui rend vraiment un homme heureux en couple, c'est quand il voit sa partenaire heureuse.
La devise masculine du bonheur en couple, c'est « Si tu es contente, je suis content ». Parce qu'ils se sentent alors forts et compétents. C'est du gagnant-gagnant. Je suis à la maison en train de travailler dans le bureau. Ma femme Corinne rentre d'une réunion, son téléphone sonne. Elle papote 10 minutes avec sa copine, les enfants l'appellent dans le jardin, elle va les rejoindre et bavarde avec eux. Ça fait 20 minutes qu'elle est rentrée. Un de mes copains m'appelle et me demande « Comment ça va avec Corinne ?» À travers la fenêtre, je vois Corinne rire avec les enfants. Je lui réponds « Tout va bien, la vie est belle. » D'accord ? Mais l'inverse n'est pas vrai. Corinne est dans le bureau en train de travailler. Je rentre d'une réunion, mon téléphone sonne. Je papote 10 minutes avec mon copain, les enfants m'appellent dans le jardin, je vais les rejoindre et bavarde avec eux. Ça fait 20 minutes que je suis rentré. Une copine de Corinne l'appelle et lui demande « Comment ça va avec Paul ?» À travers la fenêtre, elle me voit rire avec les enfants et elle va répondre « Écoute, je ne sais pas très bien ce qui se passe. Ça fait 1 heure qu'il est rentré. Il est en train de rire avec les enfants dans le jardin. Il n'est pas encore venu me voir. Il doit y avoir un problème. » Ce n'est pas le fait que nous soyons heureux qui vous rend heureuse, mesdames. Et je peux même pousser le bouchon un petit peu plus loin. Il y a quelques années, j'étais allé à la foire du livre de Francfort, qui est la plus grande foire du livre en Europe. Il y a des millions de livres dans des halls immenses d'expositions. J'étais justement en train d'écrire un bouquin. Mais la vue de ces millions d'ouvrages empilés m'avait un petit peu découragé. Et ce soir-là, en rentrant à la maison, allez savoir pourquoi, je me suis mis à partager mes peurs et mes doutes avec Corinne. Est-ce que ça vaut la peine d'écrire encore un livre? Est-ce que tout n'a pas déjà été écrit sur tout? Et puis, comment faire mon petit bonhomme de chemin dans cette jungle de papier? Je n'étais pas très en forme. Et Corinne, à côté, comment elle était? Ravie. Parce qu'elle se disait, oh, quelle belle soirée on passe, il communique, il partage, il me dit ce qu'il ressent. Oh, mais qu'est-ce qu'on est bien! J'étais au 36e dessous, elle était aux anges. Ah, j'exagère et je caricature, à peine. Mais c'est pour tenter de vous faire toucher du doigt cette complémentarité de nos polarités masculines et féminines. Parce que loin de nous opposer, ce sont ces différences-là qui créent l'attraction entre deux êtres aimants. Il est heureux quand il la sait heureuse, et elle est heureuse quand elle se sait unique à ses yeux. Exactement comme dans toutes les grandes comédies romantiques. L'homme n'a Dieu que pour sa belle, il se bat contre vents et marées pour montrer à quel point il va être capable de la rendre heureuse, pendant qu'elle se rapproche progressivement de lui par la grâce de l'attention toute particulière qu'il lui porte. Et si vous vous en souvenez, c'est probablement aussi comme ça qu'a démarré votre histoire d'amour. Chacun était heureux dans sa polarité, les aimants étaient devenus même amants. C'était magique, non? Vous vous en souvenez? Et puis avec le temps, mais les choses parfois se dégradent. Et pourquoi est-ce qu'elles se dégradent? Bien parce que progressivement, on va oublier qu'on est différent. Ce qui nous amènera à faire l'erreur toute bête et fatale de donner à son partenaire ce qu'on aimerait recevoir. Or, en fait, le masculin et le féminin ne se sentent pas aimés pour les mêmes raisons. Pour être comblé en couple, le masculin a besoin de confiance, il a besoin d'acceptation et il a besoin d'appréciation. Alors que le féminin a besoin de petites attentions, il a besoin de compréhension et il a besoin de prévenance. Ces 6 mots sont inscrits dans le marbre. Ils illustrent à merveille le secret des couples heureux. Ne jamais arrêter de donner à son partenaire ce dont il ou elle a besoin pour se sentir aimé. Le féminin a donc avant tout besoin de petites attentions. Et pour ça, on pourrait le comparer à un jardin. C'est mignon, hein? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que le jardin soit beau? L'arroser, l'entretenir. Quand ça? Tout le temps, hein? Et pas qu'au printemps, hein? Tout le temps. Est-ce que c'est fini un jour? Jamais. Eh bien, messieurs, avec une femme, c'est pareil. Pour qu'elle se sente encore et toujours unique à vos yeux, elle a besoin de petites attentions quotidiennes, et ça, ce n'est jamais acquis une fois pour toutes. Or, comment ça se passe? On vient de le voir. Au début de la relation, l'homme, c'est le prince charmant, grand, beau et fort, qui veut montrer à sa princesse comme il est amoureux d'elle. Il multiplie naturellement toutes les petites attentions. Il est galant, prévenant, il envoie des textos sympas, il trouve un petit studio sur Airbnb pour aller passer le week-end à Lisbonne, il pose plein de questions et il écoute même vos réponses. Vous vous souvenez? Normal, au début, il pense qu'il passe un entretien d'embauche.
Le jardin est fleuri, tout est magnifique. Et puis au bout d'un moment, un engagement est pris d'une manière ou d'une autre. Et là, l'homme se dit, OK, objectif atteint. C'est bon, elle sait que je l'aime, affaire classée. Et comme il est séquentiel, il ferme le dossier Prince Charmant et il ouvre le dossier bureau, travail pour assurer le confort financier du foyer. Et là, la princesse se dit, mais c'est dingue, je viens d'engager mon jardinier et le lendemain de la signature du contrat, il n'en fout plus une. Extrêmement frustrant pour elle. Après quelques années de vie commune, une femme peut demander à son partenaire « Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes encore ?» Oui. La réponse de son homme « Évidemment, puisque je suis là. Et puis je te l'ai dit à 5 ans que je t'aimais. Tu vas quand même pas me le demander tous les jours. » Et si, messieurs, parce qu'elle ne le sera jamais une fois pour toutes. Car aussi beau qu'ait pu être un jardin, dès qu'on arrête de s'en occuper, mauvaise herbe se met à pousser. Bon, la bonne nouvelle, c'est que l'entretien d'un jardin ne nécessite pas toujours d'énormes travaux. Hein. Le plus souvent, ce ne sont que quelques gestes très simples du quotidien, comme arroser un parterre ou ramasser quelques feuilles. Mais le secret, c'est que ces gestes doivent être très réguliers, sinon on se fait déborder. Et c'est là où j'ai commencé à comprendre l'intérêt d'un bouquet de fleurs. Moi, avant, je me disais, à quoi ça sert d'aller offrir un bouquet de fleurs, quand de toute façon, dans une semaine, il sera fané, autant mettre 30 € directement à la poubelle. Je ne suis pas le seul. Ce que j'ai compris maintenant, c'est que l'intérêt du bouquet de fleurs, justement, c'est qu'il fane. Ce qui veut dire que rien n'est jamais acquis une fois pour toutes, que c'est toujours à renouveler. Et c'est comme ça que dans l'esprit féminin, recevoir des fleurs coupées ou recevoir des fleurs en pot, ça n'a rien à voir. Les fleurs en pot, c'est « Tiens, le problème est réglé pour 6 mois. » Alors, je ne vous raconte pas les fleurs en plastique. Rigolez pas, il y en a qui ont déjà essayé. Et par exemple aussi, les téléphones portables sont aujourd'hui de très très bons outils pour jardiner à distance. Bon, quand ils sont utilisés à bon escient. En lui envoyant par exemple un petit SMS juste pour lui dire que vous pensez à elle. Et non pas juste pour lui rappeler de ramener des bières si elle fait les courses. Bon, sauf si c'est elle qui les boit, évidemment. Vous voyez, messieurs, plein de petites attentions quotidiennes. Vous voyez, il y a quelques années, à la sortie d'un spectacle, une femme me dit « Oh, ce qui m'énerve, c'est que chaque soir, quand mon mari rentre, il dit d'abord « Bonjour au chien ». Et le mari qui est à côté lui répond « Ben oui, il court plus vite que toi !» Si tu veux que je te dise bonjour d'abord, t'as qu'à enfermer le chien ou t'entraîner un peu. Moi, je dis bonjour dans l'ordre d'arrivée de ce qui me vient. Séquentiel, le gars. Hein. Alors, messieurs, ce n'est pas vraiment qu'une femme va se cacher, mais elle peut très bien ne pas tout à fait se montrer pour voir si vous allez aller vers elle. C'est subtil, ça. Hein? Féminin. Là, je sais qu'il y a quelques mecs qui se disent « Pourquoi est-ce que j'ai amené ma femme ce soir ici ?» Je savais qu'il y avait un piège. En fait, je vais vous le présenter autrement pour que vous compreniez l'importance de ces petites attentions en couple. Messieurs, vous savez comme il est agréable d'être reconnu quand on entre chez un commerçant. Quand il connaît notre cuisson préférée de pain, quand il nous met 50 grammes de haché en plus, quand il a une petite attention pour nous, quand il connaît notre nom. Vous voyez, on se sent important à ses yeux, ça nous fait du bien et ça nous donne envie de retourner chez ce commerçant-là. Eh bien, messieurs, en couple, votre femme, c'est votre plus gros client. Enfin, votre client le plus important. Faites gaffe à ce qu'on dit. Non, mais le parallèle qu'on peut faire en entreprise, qui est très très important pour moi, c'est que dans une relation client-fournisseur, un client est dans son côté féminin. Un client a besoin de petites attentions. Et vous le savez, en tant que patron d'entreprise et tout ça, vous savez l'importance des petites attentions. Un client n'est jamais acquis une fois pour toutes. D'accord ? Il sait toujours des petits trucs. Il y a une femme m'a dit un jour, une chef d'entreprise qui avait une imprimerie, me dit... à la période de Pâques, justement, elle me dit, il y a quelques années, j'ai commencé à mettre des petits œufs de Pâques dans les colis, les impressions qu'elle envoyait. Et elle s'est rendu compte au bout d'1 an ou 2 qu'il y a des gens qui attendaient, pas 3 mois non plus, hein, mais qui attendaient 10-15 jours, qui retardaient un peu leur commande pour arriver dans la période de Pâques où il y avait les œufs. Pour 3 œufs à 1 €. Oui, c'est pas l'importance du geste, c'est pas la taille du geste qui compte, c'est l'importance des petites attentions.
Souvent, on fait l'erreur de se dire, tiens, si on fait un gros truc une fois par an, ben, ça suffit pour le reste de l'année. Non, ça ne marche pas, ça. Non, c'est la multiplication de ces petites attentions qui est très, très importante. Mais c'est exactement la même chose en couple. On est exactement dans le même, le même parallèle. Ça vous parle un petit peu? Vous voyez un peu? D'accord? Deuxième point très, très important pour être heureux en couple, le féminin a avant tout aussi besoin de compréhension. Et pour ça, on pourrait le comparer à une vague. Et une vague, pourquoi? Parce qu'une vague, il y a des hauts et des bas. Dans la phase montante, tout va bien, la vie est belle, aucun problème. Et puis à un moment donné, à force d'accumuler les inévitables petites frustrations du quotidien, la vague va déferler. C'est à ce moment-là que les femmes vont commencer à parler de plein de problèmes et qu'elles vont aussi utiliser des mots définitifs comme « personne »,« tout le monde »,« toujours »,« jamais ». Personne ne m'aide, tout le monde s'en fout, c'est toujours la même chose, ça n'ira. Voilà. Vous voyez bien ce dont on parle? Et à ce moment-là, les hommes vont faire l'erreur la plus dommageable dans la relation. Ils vont tout mettre en œuvre pour lisser la vague. 4 étapes dans la stratégie masculine pour lisser une vague. Vous allez voir, c'est extrêmement codifié. Première étape, ils arrivent gentiment avec la solution au problème. Elle, « Oh, j'en ai marre de mon boulot, j'en peux plus. » Lui, « Ma chérie, t'as qu'à trouver un autre travail. » Il n'y a pas de problème avec des solutions. Il n'y a qu'à, faucon, il suffit de. Deuxième étape, quand il voit que ça ne marche pas, parce qu'elle continue à parler de ses problèmes, il va alors utiliser des petits mots gentils et rassurants, du genre « Ça ira mieux demain, vois le côté positif des choses, c'est pas si grave que ça. » C'est disant un ton un peu mielleux, un peu paternaliste, un peu condescendant. Ça l'énerve 2 fois plus. Troisième étape alors, et après quelques années de vie commune, il va tout de suite à la troisième étape. On prend des raccourcis. Il l'engueule. Mais qu'est-ce qu'il te faut de plus? T'as tout pour être heureuse, tu dois avoir un problème, va te faire soigner, ma pauvre. Pourquoi pas? Et enfin, la 4e étape, que certains utilisent d'ailleurs directement, il se barre. Écoute, si c'est pour me parler comme un chien, je préfère aller faire un tour dehors et je reviendrai quand tu seras calmé. Messieurs, aucune de ces stratégies ne fonctionne. Car il ne faut jamais lisser la vague. Non, il faut surfer. Il faut l'accompagner dans la descente. En fait, il faut comprendre, messieurs, que quand une femme descend cette vague, elle n'est pas dans un côté masculin factuel, elle est dans son côté féminin émotionnel. Et que sa demande à ce moment-là est avant tout de se sentir comprise dans les émotions qu'elle ressent. Oula, là je viens d'en perdre 2-3 là. Alors comment est-ce qu'on peut l'accompagner dans la descente? C'est très très simple. C'est par une écoute empathique et bienveillante que j'appelle le silence actif. Les 2 mots sont importants. Le silence, parce qu'il n'est pas question de dire quoi que ce soit. De toute façon, tout ce que vous direz dans ces moments-là sera rendu compte de vous, de toute façon, donc pas la peine de parler. Il faut donc se taire, mais de manière active, c'est-à-dire en restant attentif à ce qu'elle dit, sans plonger votre nez dans votre téléphone au bout de 10 secondes en attendant qu'elle termine. Vous voyez, c'est pas très compliqué, Et pourquoi un homme a tellement de difficultés à le faire? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que parce que lui, quand il parle d'un problème, c'est parce qu'il demande une solution. Quand il oublie qu'on est différent, il va bêtement donner ce qu'il aimerait recevoir. Et comme en plus, durant toute son enfance, il n'a jamais vu son père prendre le temps d'écouter sa mère avec empathie, pour la plupart d'entre nous, il est à 1000 lieues d'imaginer que c'est ce dont vous auriez besoin dans ces moments-là. Il y a une deuxième raison, plus profonde. On l'a vu tout à l'heure, quand il vous voit heureuse, mesdames, il a tendance à se dire que c'est totalement grâce à lui. Le revers de cette médaille, c'est que quand il vous voit malheureuse, et c'est comme ça qu'il vous perçoit quand la vague déferle, il aura tendance à se dire que c'est totalement à cause de lui. Et comme il se sent visé, il voudra se justifier. Messieurs, quand une femme descend sa vague, ça n'a absolument rien à voir avec vous. Pensez à de la contrefaçon chinoise. Ça a le look du sac Vuitton, ça a le logo du sac Vuitton, mais ce n'est pas du Vuitton.
Eh bien, quand une femme descend sa vague, ça a le ton de la critique, ça a les mots de la critique, mais ce n'est pas une critique. Même si dans les deux cas, c'est très souvent extrêmement bien imité. Parce que quand elle nous dit « à part moi, il n'y a personne qui fait rien dans cette maison », on pourrait peut-être se sentir un peu visé si on était parano. Et pourtant, messieurs, ce n'est pas le moment d'aller expliquer tout ce que vous avez fait la semaine dernière. On s'en fout de qui a fait quoi dans ces moments-là. On n'est pas dans une discussion factuelle, on est dans ce besoin féminin d'ouvrir les vannes pour lâcher un trop-plein émotionnel accumulé. Et messieurs, cela n'a rien à voir avec vous. Vous aussi, non? Quand même, oui. Alors, il y a parfois des hommes qui me disent, mais si je suis pour rien, si c'est pas lié à moi, pourquoi est-ce que j'irais prendre le temps de l'écouter, là? Qu'elle aille faire ça ailleurs, hein, ce n'est pas mon problème. Quel est mon intérêt là-dedans? Ça, vous allez comprendre ici. Quel est mon retour sur l'investissement? Ah, vous comprenez ça? Ah, bon, quand même. Mais le retour sur l'investissement, c'est quoi? C'est quand elle remonte là, elle est 4 fois plus sympa avec vous. Là, elle va pouvoir dire « Ah, il m'a bien écouté, il m'a comprise et tout ça, c'est génial, qu'est-ce que j'ai de la chance. » Premier point, c'est ça. Deuxième raison pour laquelle c'est très très important de le faire, cet accompagnement-là, c'est que si vous ne le faites pas, messieurs, qu'est-ce qui se passe? Il y a du sable qui s'accumule dans le fond de la vague. Et le sable, c'est tout le ressentiment qui s'accumule chez une femme de toutes les fois où elle ne s'est pas sentie comprise. Et pour ça, messieurs, une femme a une mémoire d'éléphant. Elle se souvient de tout. Et à chaque discussion un peu animée, elle nous remet le couvert de tous ces vieux trucs. Et bien souvent, les hommes sont totalement démunis par rapport à ça. Mais avec quoi tu viens? C'était il y a 10 ans, il y a 20 ans. Il y a plus, pour lui, puisqu'il n'y a plus de solution à apporter, il n'y a plus de raison d'en parler. Pour elle, si, il y a encore des raisons. Elle sait bien qu'il n'y a plus rien à faire, mais elle a toujours besoin de se sentir comprise dans l'émotion qui a été engendrée par ce qui s'est passé. Même si c'était il y a 20 ou 30 ans. Donc, messieurs, l'écoute est fondamentale là-dedans. Le problème de ce sable, c'est que quand il commence à monter, il y a des conséquences. La première, c'est que le féminin n'étant pas reconnu, elle n'est plus reconnue dans son côté féminin, elle n'a donc plus d'autre choix que de basculer de plus en plus souvent dans son côté masculin. Je ne vous parle pas ici d'une femme bilingue qui est heureuse dans ses deux polarités, masculine et féminine, qui est très heureuse parfois dans des côtés masculins, justement, à faire des trucs et tout ça, et qui est aussi centrée sur un côté féminin où elle a la possibilité parfois de descendre, de lâcher ce trop-plein émotionnel. Ici, je vous parle de femmes qui n'ont pas le droit d'être de féminine et qui donc par défaut, pas par choix, n'ont pas d'autre choix que de basculer dans le côté masculin. Et là, c'est là dans les couples comment ça se passe généralement. Là, elles vont dire, allez, je vais lui montrer que je peux le faire toute seule. Je vais lui montrer que je peux le faire sans lui. Je vais lui montrer que je le fais même mieux que lui. Et on est parti en fait dans des luttes et dans des bagarres constantes du masculin-masculin entre eux. Vous voyez, où le mec va dire, ouais, tu crois que tu vas le faire mieux, ben, je vais te montrer que non, tac, tac, tac. Vous voyez, et c'est l'escalade tout le temps. Plein de petites situations conflictuelles tout le temps. Mais l'origine, très souvent de ça, vient de ce sable, vient du fait qu'elle n'ait plus la possibilité d'être reconnue dans son côté féminin. Parce que pour descendre cette vague, on a besoin d'un minimum de sécurité. On a besoin d'avoir au moins une chance d'être entendu, d'avoir la possibilité d'espérer pouvoir être entendu. Et si on ne l'a pas, on ne le fait plus. Mais la conséquence, c'est que le sable monte. Et à un moment donné, c'est le Mont Saint-Michel, totalement sablé. Et c'est là où les femmes décident de partir. Dans 75% des cas aujourd'hui, ce sont les femmes qui demandent la séparation. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, elles le peuvent. Il y a 20, 30, 40 ans, elles étaient financièrement, socialement, pieds et poings liés. Elles ne pouvaient pas partir. Aujourd'hui, elles ont cette possibilité-là. Et les femmes vont partir parce qu'à un moment donné, elles vont acquérir la conviction qu'elles ne se sentiront jamais comprises par leur partenaire, ou plus jamais comprises. Ça devient trop douloureux pour elles de se fermer complètement à ce côté féminin qui est en elles, et elles vont préférer prendre la décision de partir avec toutes les conséquences parfois dramatiques que ça peut avoir justement au niveau des enfants, financiers et tout ça, mais elles ne peuvent plus faire autrement. Le problème de ça, c'est que quand le sable est monté, bien souvent les hommes n'ont pas vu le sable monter. Et quand elle lui annonce, tiens, je te quitte, il dit, mais qu'est-ce qui te prend tout d'un coup ?
Mais non, c'est pas tout d'un coup, ça fait 20 ans que je te le dis. Mais non, mais si. Et donc, le truc, c'est que... Et là, il y a des hommes qui sont prêts à changer, parce que, vous voyez, c'est pas compliqué à comprendre, hein, c'est assez basique, en 3 minutes, vous le comprenez, les gars. Alors, simplement, on ne nous l'a jamais dit, donc c'est compliqué de savoir si on n'en a jamais entendu. Et ils sont prêts à changer. Il y a des hommes qui se disent, mais il y a encore de l'amour et tout, ils sont prêts à changer, mais il y a parfois des femmes qui disent, ok, je te donne encore une chance, mais c'est très rare, parce que le plus souvent, elles disent, écoute, tant mieux si tu l'as compris, mais avec moi, c'est trop tard. J'ai mis des années pour me fermer, j'ai plus envie de prendre le risque de me rouvrir, parce que je ne sais pas si tu vas juste faire ça pour me récupérer, puis après, ça va repartir comme avant. Cette peur-là est très, très profonde, et donc ça crée des situations qui sont un petit peu tristes parfois. D'accord? Donc, messieurs, ce SAP, c'est très, très important. Oui, cette écoute, ce n'est pas anodin. C'est un besoin fondamental féminin aujourd'hui d'être reconnu dans cette écoute, dans cette émotion-là. Alors, je vous parlais tout à l'heure de la relation avec les clients. C'est exactement la même chose avec un client. Cette écoute. Oui, quand j'avais ma compagnie aérienne, on faisait des vols entre Liège et Orly. Et Orly était important parce qu'évidemment, il y avait toutes les connexions. C'était du temps d'Air Inter encore. Il n'y avait pas de TGV et tout ça. Et donc, il y avait des gens, notamment de l'industrie aéronautique, qui étaient à Toulouse et qui venaient chez des fournisseurs à Liège. Ils passaient 2-3 jours là-bas et puis ils rentraient chez eux le vendredi soir. Donc, ils partaient à 6 h du soir, ils étaient à 9 h à Toulouse, c'était pratique. Sauf qu'il y a des moments où il y a eu des grèves de contrôle aérien et des choses comme ça. L'avion a 2 h de retard, on ne peut pas décoller, et donc ils loupent leur correspondance d'Orly. Et plutôt que d'arriver le vendredi à 9 h, ils arrivent le dimanche après-midi parce qu'il n'y avait pas de TGV, il n'y avait pas de vol le samedi matin, enfin, c'était vraiment la galère. Quand vous annoncez à un cadre, dirigeant d'entreprise comme ça, qui a passé 2-3 jours en dehors de chez lui, qui pense arriver à Toulouse au soleil à 9 h du soir à prendre son apéro, son petit rosé sur sa terrasse, vous lui dites non, écoute, je suis désolé, c'est pas vendredi à 9 h du soir, c'est le dimanche à 2 h de l'après-midi. Certains peuvent devenir un petit peu émotionnels. Au comptoir d'enregistrement de compagnie aérienne, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, parfois ça peut un peu chauffer. Mais j'avais intuitivement compris à ce moment-là que si j'étais là en train de leur dire, écoutez, c'est pas de ma faute, allez voir le contrôleur, vous faites 3 km à pied, vous allez voir le contrôleur aérien, ils s'en foutent à ce moment-là de savoir la faute de qui c'est. Ils ont d'abord besoin d'être entendus dans leurs émotions. Oui, je vais louper mon truc, si j'avais fait ça, oui. Et une fois qu'ils touchent le fond, il n'y a plus qu'une solution, ils remontent. Et quand ils remontent, là, on pouvait apporter les moins mauvaises solutions. Et les meilleurs clients que j'ai eus, c'est des gens justement avec lesquels il y avait eu des problèmes, ils avaient été accompagnés, ils avaient été suivis, ils avaient été compris, et on avait pu trouver des solutions ensemble qui les convenaient au mieux. Ça vous parle un petit peu? D'accord? De nouveau, c'est exactement le même principe, ce principe féminin. Et parfois, moi, je suis effaré de voir les millions qu'on dépense en entreprise pour gagner un client et la rapidité avec laquelle on va le perdre à cause de ça. Parce que si un client n'est pas content et qu'il n'a pas la sécurité pour venir descendre sa vague ou se plaindre, comme ça qu'on le perçoit, eh bien, il va ailleurs, tout simplement, et vous ne savez jamais pourquoi il est parti. Donc, quand un client vient chez vous pour se plaindre, c'est une bonne nouvelle, c'est qu'il veut rester en relation. D'accord? Donc, ne le méprisez, gardez, mais n'essayez pas de justifier, n'essayez pas de vous justifier tout de suite. D'accord? Accompagnez-le d'abord dans cette descente de vague. On le fait intuitivement. Je sais, oui, j'ai fait dans des cercles de dirigeants et tout ça, très souvent, on en a déjà beaucoup parlé, et j'ai régulièrement des femmes de chefs dirigeants qui me disent un truc qui m'énerve assez fort, c'est qu'en fait, les collaborateurs et les collaboratrices de mon mari n'arrêtent pas de vanter sa qualité d'écoute au bureau. Mais quand on rentre à la maison, il n'y a plus rien. Alors que pourtant, c'est exactement le même principe. Oui. Pourquoi est-ce qu'on est capable de faire ça parfois dans un cadre professionnel, on le sait intuitivement qu'on a besoin de le faire, et pourquoi ça peut être plus difficile à faire dans le cadre privé? Mais tout simplement parce que dans un cadre professionnel, on a une certaine distance émotionnelle par rapport à son client. On sait que c'est pas si grave, on veut garder le client et tout ça, on sait bien, et s'il nous dit des trucs, bon voilà, ben c'est un client, quoi. C'est pas grave qu'il nous insulte, entre guillemets, ou qu'il nous dise qu'on est nul, bon voilà, ok. Le problème, c'est de qui est-ce que c'est le plus dur d'entendre la descente de vague? De notre partenaire de vie, parce que c'est là où on est à la plus de connexion. De qui est-ce qu'on veut vraiment être le prince charmant de sa princesse? Mais c'est de sa partenaire de vie. Ce n'est pas d'un client, bon, c'est important, mais ce n'est pas aussi fondamental pour nous. D'accord? Et donc, évidemment, c'est beaucoup plus dur d'entendre les descentes de vagues de sa partenaire de vie. C'est là où on le prend beaucoup plus vite, personnellement, comme une critique, comme un reproche, plutôt que comme un client.
D'accord? Mais le processus est exactement le même. Il y a un dernier point, et puis on va passer aux hommes quand même. Hein, il faut qu'on fasse 50-50, hein, tu m'avais dit, hein, c'est ça. Mais dernier point par rapport à cette vague, c'est qu'il y a un point qui est très important aussi à percevoir, et c'est là où on ne peut pas dissocier en fait l'estime de soi et la qualité de la relation qu'on a avec les autres. Dans les moments où je vais bien, j'ai une bonne confiance en moi, j'ai une bonne estime de moi, je sais que je fais du mieux que je peux, je fais sûrement plein d'erreurs, mais en même temps, je sais que Corinne m'aime et tout. Quand elle descend sa vague et qu'elle me dit que je suis nul, enfin elle ne me dit pas comme ça, mais vous voyez un peu l'idée, je sais que ce n'est pas tout à fait vrai, qu'elle ne le pense pas, je suis capable de l'entendre sans essayer de me justifier. D'accord ? Le problème, c'est que quand un homme voit moins bien, quand il a une moins bonne estime de lui, quand il y a une partie de lui, son dialogue intérieur, qui dit qu'il est nul, quand il y a sa partenaire de vie en face qui le lui dit, ça rentre comme dans du beurre. Et donc évidemment que c'est beaucoup plus difficile de ne pas réagir à ce qu'elle dit s'il y a cette partie, si ça résonne dans cette partie de nous qui y croit. Mais ça, ce n'est pas le problème de la femme qui parle, c'est le problème de l'homme qui n'a pas peut-être suffisamment de confiance en lui pour être capable d'entendre ce qu'elle dit. Et donc c'est là où c'est parfois plus ou moins facile, vous voyez, d'écouter ces descentes de vagues par rapport à la qualité ou au niveau d'estime de soi qu'on peut avoir. Donc c'est quelque chose qui est très lié. Et donc c'est là où c'est très important, vous voyez, parfois d'essayer de réfléchir aussi un petit peu par rapport à soi, parce que ça a des conséquences très fortes dans la relation qu'on peut avoir avec les autres aussi. D'accord ? Ça vous parle un petit peu ? Oui ? On fera toutes les questions après, si vous avez... Oui ? On fait les questions après, plutôt. Oui. Alors, on va passer au mec maintenant. Hein. Le besoin masculin, il a avant tout besoin de confiance. De la confiance que vous mettez, mesdames, dans sa capacité à être un bon jardinier. Or, les femmes ne se rendent pas toujours compte à quel point elles peuvent blesser leur partenaire, et parfois même juste avec une petite remarque qui n'a l'air de rien. Il l'emmène au restaurant pour son anniversaire. Il a fait des recherches sur Internet pendant des heures, il a vérifié tous les avis sur TripAdvisor. La soirée est sympa, tout se passe bien. Et puis au milieu du repas, elle va voir un tableau accroché au mur et pour partager, elle va lui dire « Oh, t'as vu le tableau, qu'est-ce qu'il est moche ?» Et là, il se ferme et elle ne comprend pas pourquoi. Mesdames, s'il l'emmène dans ce restaurant-là, c'est que c'est lui qui a peint le tableau. C'est lui qui a fait toute la décoration d'intérieur. Il est le riz de veau qui est dans son assiette. Il a tout organisé pour que sa princesse passe une belle soirée et qu'elle soit heureuse. Et quand elle émet la moindre remarque, ne fût-ce qu'à propos d'un tableau pourri au mur, il se vexe, il se bloque. Il est complètement découragé. Et là, la réaction du mec, c'est de dire « Bon, ben là, je me suis encore bien planté. Hein. Ben, l'année prochaine, si c'est comme ça, elle ira fêter son anniversaire avec ses copines. Comme ça, au moins, si elle n'est pas contente, ce ne sera plus pour ma gueule. » Pourquoi les hommes arrêtent les petites attentions ? Pour deux raisons. La première, effectivement, ils pensent que c'est plus utile parce qu'on s'aime. Mais la deuxième raison plus profonde, c'est parce qu'ils ont tellement peur de se prendre 2 claques dans la figure si jamais ce n'est pas exactement comme vous voulez, mesdames, qu'ils ne vont plus rien faire du tout. Le nombre d'hommes que j'ai déjà entendu témoigner, ils sont chez eux en train de nettoyer les vitres comme ça. Et la femme, non, ce n'est pas que dans ce sens-là qu'il faut nettoyer, c'est dans ce sens-là qu'il faut nettoyer. Ah, t'as oublié les petits coins là ? Elle ne va pas voir tout ce qu'il a fait, juste le petit coin qu'il n'a pas fait. Garde-toi les pas là, passe par là, pas par là, prends cette route et pas une autre. Ouais. Tous ces commentaires-là, mesdames, totalement démotivants pour un homme. Bon, là, je sais qu'il y a quelques femmes qui se disent « Oh, mais qu'est-ce qu'ils sont susceptibles, ces mecs, si on ne peut rien leur dire ?» Je vous connais. Mesdames, ce n'est pas qu'on est susceptible, c'est qu'on est sensible. Oh, eh oui. On est tout aussi sensibles les uns que les autres, mais pas pour les mêmes raisons. Quand est-ce qu'une femme est vite blessée ? C'est quand on lisse la vague, quand on critique ce qu'elle ressent. C'est normal, c'est comme ça qu'elle se définit. Un homme qui, lui, se définit avant tout par ce qu'il fait, ben c'est normal qu'il soit plus vite blessé quand on critique ce qu'il fait. Et bien souvent, on a tendance à sous-estimer les blessures qu'on impose à l'autre, parce que si on nous le faisait, ça ne nous ferait pas grand-chose. Mais ce n'est pas parce que ça ne nous fait pas grand-chose à nous que ça ne fait pas grand-chose à l'autre. Alors, je ne suis pas en train de vous dire faites-le, ne le faites pas, mesdames, faites ce que vous voulez. Mais ce que je veux vous dire, c'est que quand vous le faites, il y a des conséquences, que vous le vouliez ou non. Et les conséquences, c'est qu'on va en faire de moins en moins. Ce n'est pas votre intérêt et ce n'est pas spécialement notre envie. Alors, parce que
en fait, il y a une frontière fine, il y a un truc important. C'est qu'un homme, on adore, nous, être le prince charmant de notre princesse. C'est ce qu'on adore. Mais on a plus de difficultés à être le chevalier de servant de notre reine. La frontière est fine, mais essentielle. Et pour ne pas qu'elle soit franchie, il a besoin de garder cet espace de liberté, d'action, d'imaginer qu'il est dans l'initiative, de lui laisser la possibilité d'avoir des initiatives. Parce que sinon, il devient, je vous dis, le chevalier servant de sa reine. Et il a besoin de cet espace de liberté aussi dans une situation un peu parallèle à la vague, qui est importante à comprendre. Grand classique, il rentre chez lui, le visage un peu fermé, il a l'air un peu tracassé. Sa partenaire perçoit immédiatement qu'il a des problèmes avec une tête comme ça. Elle, quand elle a un problème, qu'est-ce qu'elle veut faire? En parler. Elle se dit, oh, je vais bien l'écouter pour qu'il puisse descendre sa vague. Malheureusement, plus elle va chercher à le faire parler, plus elle va se taire. Parce qu'en masculin, quand on a un problème, la dernière chose qu'on veut faire, c'est d'en parler. Ah oui, en masculin, parler d'un problème, c'est révéler au monde son incapacité à le résoudre. Vous imaginez le drame pour quelqu'un qui se définit par sa compétence. C'est la raison pour laquelle, plutôt que de parler, un homme préfère s'isoler pour mettre de l'ordre dans ses idées. Un peu comme s'il se réfugiait dans une grotte émotionnelle. Mesdames, dans ces moments-là, il faut juste le laisser tranquille. Il faut le laisser dans sa grotte sans chercher à l'en faire sortir. Pas compliqué, hein? Un peu quand même, hein? Et oui, pourquoi c'est tellement difficile à faire pour certaines femmes? Mais de nouveau, parce que quand deux copines ne se parlent pas, ça veut dire quoi? Qu'elles sont fâchées. Quand elle oublie qu'on est différent, elle se dit que s'il ne lui parle pas, c'est qu'il est très fâché contre elle. Et elle veut évidemment savoir pourquoi. Mesdames, quand un homme est dans sa grotte, de nouveau, ça n'a rien à voir avec vous. Souvenez-vous de la contrefaçon chinoise. Notre séjour dans la grotte, c'est comme votre descente de vague. On donne l'impression de vous en vouloir, mais pas du tout. Donc, continuez à vivre votre vie tout à fait normalement, sans vous préoccuper de lui une seule seconde, il n'y a aucun problème. Plus vous êtes de bonne humeur pendant qu'on est dans notre grotte, plus nous on se dit, ça nous donne envie de sortir parce qu'on se dit, au moins ça fera un problème de moins à régler quand on sort de notre grotte. Parce que si vous êtes là à nous attendre, et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi ce qui ne va pas. Ben, on ne sort jamais, évidemment. Et non, tout le travail dans notre grotte, c'est d'essayer d'oublier nos problèmes. Si quand on en sort, on doit en parler, ça ne marche pas. Donc, mesdames, ce n'est pas un problème. Si on doit vous parler, on viendra vous parler. Mais ce n'est pas en venant nous chercher que ça va nous aider. C'est important aussi à comprendre ça en famille, avec vos garçons notamment. Garçons-filles, c'est la même chose. La vague, les petites attentions, vous voyez, c'est aussi dans le comportement féminin. Mais avec les garçons, vous voyez, autant parfois, je vais chercher mon fils à l'école, je lui demande s'il a passé une bonne journée, qu'est-ce qu'il me répond? Ouais. Bon, ben là, je sais qu'il est dans sa grotte, ce n'est pas la peine d'insister, on en reparlera quand on en ressortira. Alors que mes filles auront besoin de me parler de leur journée pourrie à l'école, de leur contrôle de m'attrater, de l'embrouille avec la meilleure copine, vous voyez, de descendre leur vague. Et elles ont besoin de ça. Et c'est important de pouvoir comprendre aussi ces fonctionnements différents aussi avec nos enfants. Alors, le dernier besoin masculin, c'est le besoin d'appréciation. Et autant le féminin fonctionne comme un jardin, autant le masculin fonctionne comme un dauphin. Vous savez comment on dresse ces dauphins dans les parcs aquatiques pour qu'ils soient dans les cerceaux? Vous savez comment on fait? On donne du poisson. Le dauphin va sauter pour montrer comme il est grand et fort, mais aussi parce que chaque fois qu'il saute, il a du poisson. Eh bien, mesdames, un homme, c'est exactement la même chose. Il va être ravi de faire tout ce qu'il peut pour sa princesse, à partir du moment où, quand il le fait, il a du poisson. Et le poisson, c'est quoi? Non, c'est pas ce que vous pensez, désolé. Non. Non, ce sont juste quelques petits mots, quelques petites phrases toutes simples. Merci beaucoup, ça me fait très plaisir. T'es fort, tu me rends heureuse. Oh, qu'est-ce que j'ai de la chance d'être avec un mec comme toi. On l'adore, c'est la mesdames. Hein? Prenez des notes. Et on ne se lasse jamais de ces poissons-là. Car autant un jardin a besoin d'entretien quotidien, autant un beau dauphin, lui, a besoin de ces poissons tous les jours. S'il n'est pas nourri, il finit par mourir. Là, je sais qu'il y a quelques femmes qui se disent, bon, ok, je veux bien, mais c'est quand même un petit peu dur d'aller lui dire « t'es fort » quand il vide le lave-vaisselle une fois, alors que moi, je le fais tous les jours. Alors effectivement, ça demande un petit effort et vos poissons ne sont pas toujours de première fraîcheur.
mais donnez-le quand même. C'est ça qui le motivera à en faire davantage pour entretenir votre jardin. Et puis, mesdames, pour lui, le poisson, c'est vital. Alors que pour vous, non. Un homme est en train de passer l'aspirateur. Ça arrive, hein? Sa partenaire vient à côté de lui, plein de poissons. Ah, mon amour, c'est extraordinaire, ce tapis est nickel, on pourrait manger par terre. Il n'y a vraiment personne qui nettoie un tapis comme toi. Oh yes, je suis fort! Il aspire 2 fois plus. Le tapis est nickel, on peut manger par terre. L'inverse maintenant. Une femme est en train de passer l'aspirateur. Son partenaire vient à côté d'elle, même chose, plein de poissons. Ah, mon amour, c'est extraordinaire, ce tapis est nickel, on pourrait manger par terre. Il n'y a vraiment personne qui nettoie un tapis comme toi. Tu te fous de ma gueule ou quoi? Il se prend l'aspirateur en pleine figure. L'appréciation n'a aucune prise sur elle. De quoi est-ce qu'elle a vraiment besoin? D'une petite attention, qu'ils lui disent « Oh ma chérie, tu es fatiguée, va t'asseoir, je vais terminer. » Ah ouais. Bon, on peut rêver, hein, c'est théorique tout ça évidemment, hein, on ne sait jamais, on sait jamais. Bon. Ce que je veux dire par là, c'est que quand une femme a des petites attentions, de la compréhension et de la prévenance, le poisson c'est bien, je ne vais pas dire qu'elle n'aime pas. Mais ce n'est pas ça qui est réellement motivant pour elle en couple. Hein. Il y a d'autres aspects dans son côté masculin, elle adore le poisson aussi. Hein. Je vous parle ici du couple, d'accord? Mais à l'inverse, si dans la même situation, elle était prévenante à son égard, il est en train de passer l'aspirateur et elle lui dit « Oh mon chéri, tu as l'air fatigué, va t'asseoir. » Il y a un problème? C'est pas bien fait? Tu crois que je ne suis pas capable de passer un aspirateur? Tu prends pour un nul, hein, c'est ça? Il n'a aucune envie de sa prévenance. Trop souvent, on fait l'erreur de donner ce qu'on aimerait recevoir. Les femmes vont s'épuiser à donner plein de petites attentions de compréhension et de prévenance à leurs partenaires. Alors certains les prennent, hein, ce n'est pas toujours désagréable. Il y a certains hommes qui seraient très heureux de laisser leur femme finir de passer l'aspirateur à leur place, hein, ça arrive. Mais ce n'est pas ça qui est motivant pour un homme en couple. Il est où le prince charmant dans ces moments-là? Et les hommes, qu'est-ce qu'ils font? Mais ils donnent plein de confiance, d'acceptation et d'appréciation à leur femme. Les écoles pour les enfants, ma chérie? Oh, ne m'en parle pas, tu as carte blanche, c'est génial comme tu fais, il n'y a aucun problème. Oh, c'est magnifique, oui, je te fais toute confiance. Et elles vont dire, mais je m'en fous de ta confiance et de ton appréciation. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on aille voir les profs ensemble, que je me sente soutenue, qu'on puisse en parler. Elle se sent plutôt Cendrillon que princesse dans ces moments-là. Et vous voyez, quand on comprend cette erreur, si on l'a fait, et qu'il y a encore suffisamment d'amour dans le couple, il est très facile de la corriger et de se mettre à donner à son partenaire ce dont il ou elle a besoin pour se sentir aimé. Et retrouver alors tout le plaisir de vivre à deux. Alors, vous avez encore 10 minutes? Oui? Ça vous va? Oui? Je voudrais juste... Parce que tout ce qu'on a vu maintenant, comme ça, c'est un peu Disneyland. Hein? D'accord? Ce bonheur vivre à deux, mais oui, ma chérie, va descendre ta vague, mais oui, mon trésor va dans ta grotte, et je te donne du poisson, et j'entretiens le jardin. Vous voyez? Magnifique, merveilleux. Disneyland, je vous dis. Il va inévitablement arriver des moments où les choses ne vont pas se passer de manière aussi magique. Parce qu'on a beau être le meilleur jardinier du monde, on n'est pas toujours à l'abri des intempéries. Les petites disputes sont donc inévitables dans un couple. Mais elles ne sont pas un problème à partir du moment où on trouve des manières positives et constructives de résoudre toutes ces disputes. En fait, tout ça ne devient véritablement un problème que quand on ne parvient pas à le résoudre. Oui, car alors, les non-dits s'accumulent, on commence à essayer d'éviter les sujets qui fâchent, mettre les trucs sous le tapis, et on finit que de parler de la pluie et du beau temps. Ce n'est pas très sympa. Il est donc très important de résoudre ces disputes. Alors je sais, ce n'est pas la partie la plus drôle dans un couple, mais je crois que c'est vraiment fondamental à faire. Et c'est pour ça que j'ai envie de terminer sur une manière, partager avec vous une manière de résoudre les petites disputes du quotidien. Alors, ce n'est pas l'alpha et l'oméga, hein, ça ne changera pas toute votre vie, mais c'est au moins une première piste. Hein. Il y a des choses peut-être pas plus importantes, mais au moins vous avez cette première piste en tête. En fait, dans une dispute, généralement, comment ça démarre?
Mais l'autre fait quelque chose qui ne nous plaît pas, on le lui dit, il se défend, on se chamaille et puis on s'accuse mutuellement. Oui, mais toi, tu as fait ça. Oui, mais toi, tu as fait ça il y a 3 mois. Oui, mais toi, tu as fait ça il y a 6 mois. Oui, mais toi, tu as fait ça il y a 5 ans. Et au bout de 5 minutes, on ne sait même plus pourquoi on a commencé. On ne résout jamais rien avec ce type de discussion. Vous êtes d'accord? Ça ne marche pas. Il faut donc l'arrêter le plus rapidement possible. Mais il ne faut pas ne rien faire non plus, parce que la dispute ne va pas se résoudre toute seule. Ce que je vous propose, c'est dans un premier temps de faire comme au basket, à temps mort. Chacun dans son coin. On arrête de parler le plus rapidement possible. Très important d'arrêter de parler le plus vite possible, parce que de toute façon, quand on est entraîné dans ces discussions-là, généralement, le masculin cherche à avoir raison, alors que le féminin cherche à se sentir compris. Comme on n'est déjà pas d'accord sur l'objectif à atteindre au bout de la discussion, comment pourrait-on obtenir un accord ou un consensus qu'on n'est déjà pas d'accord sur l'objectif à atteindre au bout de la discussion? Et en plus, très souvent, on va dire des choses, et souvent le masculin va commencer à être un peu entraîné dans l'émotionnel, il va dire des choses qu'il ne pense pas vraiment, simplement le problème c'est qu'il va quand même les dire, et que ça va être retenu contre lui encore des années après. Et donc non seulement, en fait, ce qui se passe, c'est que la discussion ne fait qu'aggraver en plus la situation antérieure, d'accord? Parce qu'on va dire des choses qu'on ne pensait pas. Oui, mais tu l'as quand même dit, moi je le pensais pas, mais tu l'as quand même dit. Oui, bon, c'est sans fin. Donc, il faut arrêter le plus rapidement possible. Et pendant ce temps de retrait, ce que je vous propose, c'est de prendre un temps de respiration et tout ça, et de prendre conscience et de sortir un petit peu de la grande illusion qui est de croire que c'est l'autre qui m'a mis en colère. Généralement, quand un enfant renverse un verre par terre et le casse, le parent va dire « Oh, espèce de maladroit, tu aurais pu faire un peu attention. » Dans notre esprit, c'est l'enfant qui nous a mis en colère. D'accord ? Mais c'est pour ça que j'appelle ça la grande illusion, parce que depuis Galilée et Copernic, on voit dans les couchers de soleil, enfin, on voit le soleil bouger, mais depuis Galilée et Copernic, on sait bien que ce n'est pas le soleil qui bouge, c'est nous qui sommes sur la Terre qui bougeons. D'accord ? Donc, dans l'idée, c'est l'autre qui m'a mis en colère. Oui, c'est mon enfant qui m'a mis en colère. De nouveau, je vous dis, c'est la grande illusion. Pourquoi ? Parce qu'à d'autres moments, quelqu'un renverse un verre, un ami par exemple, ou même parfois un enfant dans la même circonstance, et vous êtes là, oh, c'est pas grave, j'espère que tu t'es pas fait mal. Ce qui prouve bien que ce n'est pas le geste de l'enfant qui met le parent en colère. Non, c'est l'interprétation qu'on va donner à ce geste-là, à ce moment-là. Parce qu'en fait, vous et moi, on est tous un petit peu comme une orange. Une orange, pourquoi ? Parce que quand on presse une orange, vous êtes d'accord que le jus sort de l'orange. Hein ? Ce n'est pas celui qui presse qui met le jus dans l'orange. Le jus est déjà dans l'orange, et celui qui presse ne fait que presser. Et c'est pareil pour nous. On a chacun en nous le jus de nos blessures d'enfance, de nos peurs, de nos limites. Et quand notre enfant renverse son verre, il presse. Alors s'il y a du jus, il va sortir, on va se mettre en colère. S'il n'y en a pas, eh bien, il peut presser autant qu'il veut, rien ne sortira parce qu'il n'y a pas de jus. Pour sortir de cette grande illusion, et donc de prendre la responsabilité de ce qu'on ressent, on peut profiter de ce temps de retrait pour écrire une lettre à la personne avec qui on s'est fâché. Mais pas n'importe quelle lettre. Parce que si on n'écrit que 2 pages de colère et d'insultes, ça ne va pas vraiment faire avancer les choses. Hein. Donc ce que je vous propose, c'est d'écrire ce que j'appelle une lettre de sentiment, qui permet d'aller voir tout ce qu'il y a derrière la colère et dans lequel on retrouve généralement les vraies raisons de celle-ci. Parce que naturellement, derrière la colère, il y a toujours... Derrière la colère, il y a de la tristesse, de la peur et des regrets. Vous avez par exemple quelqu'un qui vous fait une queue de poisson en voiture, vous êtes là, oh salaud, j'aurais ta peau. Hein? Pourquoi vous êtes en colère à votre avis? Vous avez peur d'avoir un accident. Hein? Vous êtes triste qu'il vous ait dépassé. Vous regrettez avoir laissé trop de place pour qu'il puisse se mettre. Oui. Hein? Mais globalement, c'est plutôt la peur. Mais oui, il peut y avoir un peu des trois. Mais donc derrière la colère, il y a toujours de la tristesse, de la peur et des regrets. Et ce que vous allez voir, c'est que quand vous explorez dans ce sens-là, ces 4 éléments, il y a un 5e sentiment positif alors qui arrive, comme par magie, un sentiment positif d'amour. Une fois qu'on a exploré ça. Eh bien, écrire une lettre de sentiment pour résoudre les disputes, ce n'est rien d'autre que de passer ces 5 étapes en revue. La colère, la tristesse, la peur, les regrets et enfin l'amour. Alors, pour mettre ça un petit peu en perspective, parce que c'est peut-être un petit peu théorique tout ça, je vais partager avec vous une histoire une dispute qu'on a eue, Corinne et moi, il y a un peu plus de 16 ans maintenant,
pour vous expliquer comment on peut mettre ça en pratique dans son couple. On était partis quelques jours au sport d'hiver en famille. Julie avait 5 ans à l'époque, Antoinette 3 ans et Louis 1 an. Le deuxième jour, on se rend compte, Corinne et moi, que Julie a fait beaucoup de progrès depuis l'année précédente et on décide que je reste ski avec Julie sur les grandes pistes pendant que Corinne resterait avec les 2 plus jeunes sur les petites pistes d'enfants. On part, Julie et moi, on commence à papoter sur les télésièges, on commence à skier tous les deux. C'est la première fois qu'on se retrouve à skier comme ça tous les deux. On passe une magnifique après-midi. 5 heures arrivent, les remontées mécaniques ferment. On se dirige vers la voiture pour aller retrouver Corinne et les 2 plus jeunes. Et là, Julie voit une terrasse de café et elle me dit « Papa, j'ai envie d'un chocolat chaud. » Je lui réponds « Écoute ma chérie, on n'a pas le temps maintenant, maman nous attend. » Et là, elle s'est mise à insister. « J'ai envie d'un chocolat chaud. Tout de suite, j'ai soif maintenant. » Vous voyez un petit peu? Et là j'ai vraiment ressenti de la colère monter en moi et j'ai un peu crié. Il faut vous dire que ce n'est pas quelque chose de très habituel chez moi. Et chez Corinne aussi, chez nous, on pense, enfin, de nouveau, il n'y a pas de vérité là-dedans, mais c'est pour mettre un peu en perspective ce que je partage avec vous. On pense, Corinne et moi, que quand on est violent avec un enfant, on enseigne de la violence et on n'enseigne pas du tout de la discipline. Pour nous, frapper un enfant, c'est lui enseigner une méthode de résolution de conflit qu'il ne pourra jamais utiliser quand il sera plus grand, sauf si c'est Trump, et encore, ou le Kim Jong-un, ou Lille, ou je ne sais pas quoi. Et donc, frapper nos enfants, en fait, l'enfant n'attend qu'une seule chose, c'est de trouver quelqu'un de plus faible que lui pour refaire ce qu'il a subi. Donc, frapper, on n'a jamais fait, mais même crier, c'est une forme de violence. Vous avez quelqu'un 4 fois de votre taille qui vous crie dessus, c'est pour créer de la peur, de la violence. Et donc, bon, je suis totalement convaincu de ça, mais en même temps, je suis loin d'être parfait, j'ai mes limites, et là, hop, je crie. Et là, le problème de la violence, en fait, c'est que ça marche. Hein. Si ça ne marchait pas, ça se saurait. Hein. Si on l'utilise depuis si longtemps, c'est que ça fonctionne. C'est sur le court terme. C'est sur le long terme que ça fait des dégâts, mais sur le court terme, c'est super efficace. Hein, parce que là, immédiatement, Julie monte dans la bagnole, ne dit plus un mot. Et là, à ce moment-là, je suis là, vous voyez, c'est moi qui ai raison, c'est le 14. Hein. La vague, la grande illusion, j'ai tout oublié. Hein. Mais je ne suis pas très bien avec ça. Vous voyez, je suis un peu comme ça. En même temps, ce n'est pas non plus un incident majeur. Donc l'ambiance n'est pas terrible dans la voiture, mais n'est pas non plus du tout dramatique. Corinne et les 2 plus jeunes arrivent, l'ambiance change immédiatement, et j'oublie. Le soir arrive, Corinne me demande d'aller chercher une couette pour un des enfants qui est en train de s'endormir. Je n'y vais pas dans la seconde où elle me le demande. Elle me le redemande sur un ton que je trouve un tout petit peu insistant. Et là, hop, de nouveau, colère. Heureusement, elle me laisse dans ma grotte. On ne parle plus trop et on s'endort un peu comme ça. Temps mort. Vous voyez un peu? Il n'y a pas de chez moi, rassurez-moi. Okay. Je continue, ça va, vous voyez un peu? Le lendemain matin, je me réveille encore dans ma grotte. Corinne le remarque immédiatement. Et très très beau cadeau de sa part, elle n'essaye pas de m'en faire sortir à ce moment-là en me posant des questions du genre « C'est quoi ton problème? On est juste quelques jours en vacances, tu vas quand même pas faire la gueule pendant tout le séjour. » Rien de tout ça, elle est très forte. Et en plus, elle prend les enfants pour aller chercher du pain, pour me laisser un peu d'espace. Super sympa de sa part. Moi, de mon côté, je suis un peu réfléchi. Je me dis, c'est bizarre, 2 fois dans la journée hier, c'est quand même pas normal. Il doit y avoir quelque chose. Il faut que je fasse une lettre. J'ai aucune envie. Hein. C'est la dernière chose que je veux faire. Mais je sais que c'est important, donc j'y vais. Et donc, en fait, sur mon ordinateur, j'ai un template. J'ai fait les 5 mots. J'ai même les débuts de phrases. J'en ai marre que, je suis triste que, il n'y a plus qu'à remplir les blancs, c'est tout est prêt, sur mon ordi. Facile. Et donc je prends mon template et je commence. Chère Corinne, chère, je ne suis même pas sûr. Corinne, j'en ai marre que tu me demandes tout 24 heures sur 24, avec tout ce que je fais, tu n'es pas encore contente, va voir avec un autre pour voir si ce serait mieux. Les sentiments amoureux à ce moment-là, pas grand-chose. Mais c'est ce que je ressens, donc je l'écris. Et puis petit à petit, la colère s'apaise, et je commence alors à m'interroger sur la tristesse. Qu'est-ce qui me rend triste là-dedans? Pourquoi j'écris sur Corinne? Qu'est-ce qui me rend triste? Je ne vois pas. Et puis je repense à Julie. Qu'est-ce qui me rend triste là-dedans? Pourquoi j'écris sur Julie? Qu'est-ce qui me rend triste? Et là, le jus de mon orange est sorti. Là, j'ai commencé à pleurer sur mon ordinateur. Et le jus de mon orange, c'était quoi? Mais c'est tout simplement que moi, je n'ai jamais skié avec mon père. Je n'ai jamais fait de sport avec lui. Je n'ai jamais joué au foot ou simplement fait un tour à vélo dans la rue avec lui. Et pourquoi est-ce que j'étais en colère vis-à-vis de Julie?
Parce qu'inconsciemment, je me disais, mais elle ne se rend pas compte de la chance qu'elle a, celle-là. Moi, si j'avais ne fût-ce que ce qui est une demi-heure dans toute ma jeunesse avec mon père, j'aurais été le plus heureux des petits garçons de la terre. Et là, on est en train de passer des vacances ensemble, on se quitte tous les deux toute une après-midi, rien qu'à nous deux. Et plutôt que de me dire, oh papa, c'est le plus beau jour de ma vie, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Elle est en train de pinailler pour un chocolat chaud. Vous vous rendez compte de l'ingrate que je suis en train d'élever là? Mais Julie, elle trouve normal de skier avec son père. Et c'est ça qui est normal. Et je n'ai pas à lui faire payer le fait que moi, je n'ai jamais skié avec le mien. Mais pour ne pas lui faire payer ça, j'ai besoin de prendre la responsabilité de ce que je ressens. Sinon, le risque, c'est de rejeter la faute sur elle et de continuer ainsi la chaîne. Alors, une fois que j'ai ressenti cette tristesse, évidemment que la dispute avec Corinne se termine. Je finis la lettre en partageant la peur de les avoir blessés, les regrets d'avoir crié, et puis évidemment que je retrouve tout l'amour que j'ai pour Corinne. Et je lui écris. Et je suis vraiment désolé, et j'adore t'apporter toutes les couettes que tu veux, et tu peux tout me demander, t'es une femme géniale, et je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et puis je fais la deuxième partie du processus de la lettre, dont je ne vous ai pas encore parlé. J'ai écrit ce que j'appelle la lettre de réponse. J'ai écrit moi-même ce que j'ai envie que Corinne me dise. On n'est jamais mieux seul que par soi-même. Hein? Mon amour, c'est moi qui écris, c'est moi. Oh, mon amour, c'est très triste, t'as jamais skié avec ton père, je comprends bien, il n'y a aucun problème, t'es un père génial, un mari fabuleux, et je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. J'ai déposé les 2 lettres sur la table, je suis parti me raser. Quand il est revenu, elle a vu les 2 lettres, elle les a lues, et puis elle est simplement venue me rejoindre dans la salle de bain, et elle m'a lu ma lettre de réponse. Oh, mon amour, c'est très triste, t'as jamais skié avec ton père, je comprends bien, il n'y a aucun problème, t'es un père génial, un mari fabuleux, et je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. On s'est pris dans les bras, et puis c'était fini. Et c'est comme ça qu'en résolvant ces petites disputes, on renforce encore la qualité de la relation. Parce que c'est là où on commence alors à se connaître de mieux en mieux et où on devient de vrais partenaires de vie. Et puis il y a plein d'autres avantages à faire cette lettre. Parce qu'après, ça m'a permis d'aller voir Julie et de lui expliquer pourquoi j'avais crié sur elle. Et Julie, à 5 ans, magnifique capacité d'empathie de tous les enfants de cet âge-là, qui me dit « Oh, c'est triste, t'as jamais skié avec papy? Oh, c'est vraiment très triste. Hein. » Elle a bien compris que cette histoire était la mienne et ne lui appartenait pas. C'est important de le faire parce que si je ne le fais pas, une distance pourrait se créer entre Julie et moi. Parce que petit à petit, elle pourrait commencer à se dire « Ouh là là, celui-là, je lui demande un chocolat chaud et il me gueule dessus. Il vaut mieux garder cette distance avec un mec pareil, hein, parce qu'on ne sait jamais comment il va réagir. Hein. » Et puis c'est important aussi de faire ça pour moi. Parce qu'une fois que ce jus-là est sorti, je n'ai plus à vivre avec ce jus-là en moi. Et ça rend le présent beaucoup plus léger. Et puis, faire une telle lettre peut changer la vie. Alors, je vous le dis avec un peu d'émotion, et c'est pour ça que j'aime bien cette lettre-là, parce que l'histoire du chocolat chaud n'est pas tout à fait finie. En fait, on s'est retrouvés seuls à l'appartement ce matin-là, Corinne et moi, et on a fait l'amour. Quelques semaines plus tard, Corinne était super fatiguée pour finir la fin de thèse de grossesse. Elle était enceinte. Et à l'échographie, on s'est rendu compte que c'est probablement ce matin-là qu'on avait conçu Valentine. Alors Valentine est là aujourd'hui, tout le jour, pour me dire à quel point c'est important de faire cette lettre, parce qu'on n'aurait jamais fait l'amour ce matin-là, Corinne et moi, si j'étais resté dans ma grotte en train d'en vouloir à la terre entière. Et puis ce qui est chouette, c'est que 6 ans plus tard, Valentine a donc 5 ans, le même âge que Julie à l'époque. On se retrouve quelques jours au sport d'hiver. Par hasard, je me retrouve à skier avec Valentine pour la première fois, pendant que Corinne va skier avec les 3 plus grands. Le soir, on descend tous les deux en téléphérique parce que c'était un peu trop pentu pour elle. Et juste avant d'arriver à la station, à travers la vitre, Valentine voit une terrasse de café et elle me dit « Papa, j'ai envie d'un chocolat chaud. » Et là, je lui dis « Oui, ma chérie, évidemment qu'on va aller le boire, ce chocolat chaud. » Et ça n'a l'air de rien, mais c'était juste un chocolat chaud. Mais c'était extraordinaire de pouvoir vivre des moments pareils. Vous voyez, quand on prend le temps, juste pour un chocolat chaud, prendre les quelques minutes pour aller un petit peu plus loin, voir un peu ce qui peut se passer, mais ça donne des moments magiques
à côté desquels on peut passer si on ne fait pas toujours attention à tous ces trucs-là. Alors parfois c'est difficile de le faire tout le temps, mais si on peut de temps en temps y tenir un peu compte, ça peut vraiment faire des très belles rencontres, des très belles choses. Voilà, tout ce que je vous souhaite en tout cas, c'est d'être le plus heureux ensemble, aimez-vous du mieux que vous pouvez. Le couple, c'est mieux à deux. Et à très bientôt. Merci à vous. Merci. Est-ce que vous avez des questions, des remarques, un partage? On peut faire ça quelques minutes, mais après on va les boire. Hein, mais... Première question la plus difficile. Bonjour monsieur. Pourriez-vous nous indiquer la relation qu'il y a assez étroite, je crois, entre un four et un chalumeau? Ah, coquin. Je vous laisse développer. Hein. Non, le coquin, c'est pas forcément... Enfin bref. Ouais. Ah oui, mais ça, je sais, on a le temps ou pas? Hein? Vous voulez qu'on parle un peu de... C'est vrai qu'il y a un domaine qu'on n'a pas encore tout à fait évoqué, c'est la relation sexuelle. Et c'est vrai que dans ce domaine-là, on est un petit peu différent aussi. Par exemple, alors il y a un truc qui est marrant, c'est que c'est vrai que si on imagine que la relation sexuelle, c'est un peu comme un violon, on peut, messieurs, imaginez que votre partenaire, c'est un Stradivarius. Hein. Mais le plus important, c'est que vous sachiez jouer du violon. Pour que la musique soit belle, il faut que vous soyez un bon musicien. Et pour qu'elle soit magique, vous devenez même devenir un virtuose. L'André Rieu de la chambre à coucher. Ça fait rêver, non? Bon, heureusement, le sexe, c'est moins compliqué que le violon. Hein. J'imagine quand même que vous avez déjà quelques bases, tous? Ouais, tu peux? Mesdames, vous confirmez? Ils ont quelques bases? Ouais. Non, en fait, je suis même sûr que tous les hommes sont des virtuoses. Pourquoi? Ben oui, par définition, un homme est un virtuose au lit. Où est-ce que le sentiment masculin de compétence est le plus exacerbé, à votre avis? Dans la relation sexuelle, évidemment. Sauf qu'une étude très sérieuse, faite par un médecin français, Philippe Bruno, et qui avait étudié plus de 3000 hommes et 3000 femmes, a fait une énorme enquête sur les relations sexuelles, a montré qu'un peu plus de 30% des hommes ne sait pas si leur partenaire a un orgasme. Un homme sur 3 ne sait pas si sa partenaire a un orgasme. Messieurs, regardez votre voisin de gauche, regardez votre voisin de droite, eh bien, c'est un des deux. Et forcément, ça ne peut pas être vous, donc c'est comme ça. Je ne peux rien à ces statistiques, on n'y peut rien. Ouais. Donc, si on en croit cette étude, une petite révision n'est pas inutile. Hein. Bon, c'est vrai que j'imagine que vous avez déjà compris par vous-même que dans ce domaine-là aussi, on n'est pas tout à fait les mêmes. Par exemple, elle veut faire l'amour, elle veut régler les problèmes avant de faire l'amour, alors que lui veut faire l'amour pour régler les problèmes. Ce n'est pas la même approche. Elle a besoin d'être détendue pour avoir envie de faire l'amour, alors que lui veut faire l'amour pour se détendre. Pas de bol. Ou encore pour lui, c'est le fait de faire l'amour qui le reconnecte à ses sentiments amoureux. Quand un homme a envie de faire l'amour, ce n'est pas que physique. Il y a une demande de rapprochement émotionnel, mais qui passe par la relation sexuelle. Donc, mesdames, on n'est pas que des bêtes. Et le problème, c'est qu'avec son côté séquentiel, lui, un homme est tout à fait capable de dissocier tout ce qui se passe dans la journée avec sa femme de ce qui se passe le soir dans la chambre à coucher. Pour lui, c'est deux dossiers, et ils n'ont absolument rien à voir. Rien à voir. Pas la même chose. Alors qu'évidemment, elle, avec ses dossiers ouverts en permanence, elle ne peut pas oublier tout ce qui s'est passé dans la journée quand elle est au lit avec lui. C'est impossible pour elle. C'est pour ça, messieurs, qu'avant d'être un bon amant, il faut être un bon mari en étant un bon surfeur. Et aussi un excellent jardinier. Plein de petites attentions au quotidien. Plus le jardin est bien entretenu, plus les sentiments amoureux seront présents, et plus elle aura envie de faire l'amour. Donc, messieurs, sortir la poubelle, ça fait partie de la relation sexuelle. Vous ne le verrez plus jamais autrement, maintenant. Hein. De la même manière, pardon, vous le verrez plus autrement. Mais bon, il y a aussi évidemment des aspects plus techniques, on pourrait arriver au four et au chalumeau. Il y a des aspects un peu plus techniques aussi, directement reliés au rapport sexuel, qui valent aussi le coup d'être maîtrisés.
Ça vous intéresse? Ouais. Ah là oui, hein, je vous vois là. Oui. En fait, quand un homme est excité sexuellement, lui, ce qu'il recherche à faire, c'est de se libérer de cette énergie sexuelle qu'il a accumulée. Et il peut donner l'impression d'être un peu pressé de se libérer de cette énergie. Il fonctionne comme un chalumeau. Un chalumeau, pourquoi? Parce qu'un chalumeau, quand on met le gaz, la température monte tout de suite à 200 degrés. Pour un homme qui n'a pas de problème physiologique ou autre, 2-3 minutes de caresse du pénis suffisent pour avoir une éjaculation, un orgasme. Hein. Ça ne prend pas 4 heures. Et quand on coupe le gaz du chalumeau, la température redescend aussi vite qu'elle est montée. Un homme perd très vite toute son énergie après un orgasme. Ah oui, il atteint son objectif, c'est bon, il est rassasié, qu'est-ce qu'il fait? Non, il rentre chez sa femme. Quoi? Non, il dort, hein, c'est une blague, on est pour la paix des ménages, hein, il dort. Mais c'est comme ça qu'on peut comprendre qu'un homme n'imagine pas vraiment continuer à faire l'amour pendant un long moment après un orgasme. Hein. D'ailleurs, ça devient assez vite relativement compliqué pour lui. Sauf à prendre 4 comprimés de Viagra, mais ça, c'est pas terrible pour le cœur, il faut faire gaffe. Alors qu'une femme, elle, fonctionne plutôt comme un four. Parce qu'un four, c'est plus long à chauffer, environ 20 à 30 minutes. Et messieurs, 20 à 30 minutes dans ces moments-là, c'est très long. Que dans un four, il y a toujours une période de préchauffage. Merci, il y en a 2 qui suivent. Ne jamais oublier les préliminaires. Toujours commencer par caresser les zones non érogènes avant d'aller plus loin. Même si vous vous connaissez depuis des années. Parce que le four soit jeune ou vieux, ça n'a rien à voir. Quand il est froid, il est froid. Il faut du temps pour chauffer le four, même si vous le connaissez depuis 20 ans. Mais l'avantage du four, parce qu'il y en a un, c'est qu'il continue à rester chaud après qu'on a coupé le gaz. Contrairement aux hommes, une femme a beaucoup de plaisir à continuer à faire l'amour après un orgasme. Ça reste un moment très agréable pour elle. Et ça n'a l'air de rien, mais grâce à toi, on va probablement partager l'information la plus importante de la soirée. Beaucoup d'hommes pensent que la seule manière de faire, ou en tout cas la meilleure manière de faire, c'est d'avoir un orgasme tous les deux en même temps, hein, d'être synchrone. Or ça, c'est quelque chose de relativement compliqué à réaliser. Enfin, sauf pour vous les gars qui êtes là, hein, je parle des autres, hein, ceux qui ne sont pas là, on est bien d'accord évidemment. Donc ce n'est pas évident à faire, même si on se connaît très très bien. Et le risque est donc relativement élevé que le chalumeau arrive un peu trop vite à 200 degrés, alors que le four n'est toujours qu'à 180. Et là, dans ces moments-là, ce n'est pas terrible. Elle est frustrée et déçue, parce qu'elle ressent bien qu'il n'est plus tout à fait là pour elle. Hein. Oui, lui, le pauvre, il a beau faire tout ce qu'il peut, ça devient compliqué pour lui de faire monter les 20 derniers degrés du four avec un chalumeau qui est froid. Les pétards, c'est un peu mouillé pour le bouquet final. Et le problème, c'est qu'en plus, elle ne peut même rien lui dire. Et non, elle sait comme il y a déjà des difficultés à entendre ses remarques à propos d'un tableau pourri au mur d'un resto. Alors elle lui dire qu'il s'est planté au lit, il y a peu de chances qu'elle s'y risque. Il ne lui reste donc qu'une seule solution, simuler pour mettre fin à l'agonie. Merci beaucoup mon chéri, c'était très bon. Et ça, messieurs, ça arrive bien plus souvent qu'on ne le croit. La même étude très sérieuse que tout à l'heure indique que près de 50% des femmes a déjà simulé. Une femme sur 2 a déjà simulé. On ne va pas le faire. Parce que les chercheurs pensent que l'autre moitié des femmes interrogées n'a simplement pas osé le dire. Tiens, ma chérie, t'as déjà simulé? Ben non. Et tu me le dirais? Ben non. Donc, messieurs, ce n'est pas la peine de lui demander. C'est dommage d'en arriver là. Alors que quand on connaît nos différences, il existe une solution toute simple, toute bête, évidente pour éviter ces incompréhensions et ces frustrations. Et cette solution, évidemment, vous la connaissez tous, c'est... Oula.
Ah bon, on a bien fait d'en parler. Hein. La galanterie. Les femmes, d'abord. Ah. Comme ça, on prend tout le temps qu'il faut pour gentiment faire monter la température du four jusqu'à 200 degrés. Et comme il reste chaud un bon moment après qu'on a coupé le gaz, au moins 2-3 minutes, messieurs, vous n'en faites pas, il n'y a pas le temps, vous aurez tout le temps qu'il faut, il n'y a aucun problème. Vous pourrez alors, tout fier de la voir si heureuse et épanouie, faire gentiment monter la température du chalumeau jusqu'à 200 degrés, sans plus avoir à vous préoccuper de savoir si c'est trop tôt, pas trop tôt, synchrone ou pas. Ça marche super bien comme ça. N'oubliez pas non plus, messieurs, en passant comme ça, que plus de 85% des femmes ont un orgasme par la caresse du clitoris et pas par la pénétration. Assurez-vous de savoir où il est. Pas maintenant, hein. Alors, juste pour terminer, encore 2 minutes, vous en voulez encore un peu? Ça va, ça? Bon. Alors, quand un homme commence à faire l'amour, lui, c'est généralement pour aller jusqu'au bout. Hein? Il n'a pas tellement envie de s'arrêter en plein milieu avec un chalumeau à 100 degrés. Hein? On finit demain, ma chérie? Oh, mais quelle bonne idée! Oh oui, chouette! Ah, là, on va bien dormir. Ben non, non. S'il pense que sa partenaire fonctionne comme lui, il se dit donc que quand il commence, c'est donc elle aussi systématiquement pour faire monter la température du four jusqu'à 200 degrés. Eh ben non, c'est loupé une fois de plus. On est différent. Eh oui, une femme peut très bien avoir beaucoup de plaisir à faire l'amour sans ressentir dans son corps l'envie de faire monter le four jusqu'à 200 degrés. Parce qu'elle fonctionne comme la lune. Parfois c'est la pleine lune, elle a très envie, très très envie. Parfois c'est la demi-lune, parfois c'est un croissant. Et parfois, messieurs, il n'y a pas de lune du tout. C'est l'éclipse, ça? Total. Rien, nada, que dalle. Et là, messieurs, vous pouvez essayer tout ce que vous voulez. Vous mettez un masque de Zorro, la cape de Superman ou même le slip de Tarzan. Le four ne montera jamais jusqu'à 200 degrés. Messieurs, ça n'a rien à voir avec vous, c'est juste son cycle à elle, et c'est important de le respecter. Mais c'est vrai que ce cycle lunaire est bizarre pour un homme, parce que lui, évidemment, il ne fonctionne pas du tout comme ça. Lui, c'est comme le soleil. Coucher, lever. On-off. Il a envie ou non. À moitié envie, comprends pas. À moitié envie, comprends pas ça. À moitié envie, je vois pas ce que c'est, non. À moitié envie, je vois pas du tout, non. Par contre, le moment où l'homme est très vulnérable dans la relation, justement, c'est quand il se rapproche de sa partenaire, le soleil au zénith, et qu'à ce moment-là, elle lui dit « Non, moi, je n'irai pas ce soir, j'ai mal à la tête. » Là, mesdames, vous le mettez KO debout. Et certains hommes peuvent progressivement arrêter de proposer de faire l'amour. Pas qu'ils n'y ont plus envie, mais parce qu'ils ont peur de se retrouver dans les cordes. Et ça peut être très difficile à vivre pour certains hommes, surtout dans notre société actuelle, où on est noyé de sites de rencontres en tout genre, de films, de magazines, de publicités, qui donnent aujourd'hui à tous les hommes l'impression, mesdames, que vous n'attendez toutes que ça. Et les hommes vont donc arriver à la conclusion suivante. En fait, toutes les femmes adorent faire l'amour, sauf la mienne. Pas de bol, hein? Ah, je suis juste tombé sur celle qui n'aime pas. Merde, quoi. Messieurs, quand une femme se sent en sécurité dans la relation, quand les sentiments amoureux sont là, quand le jardin est bien entretenu, quand vous surfez régulièrement sur la vague et qu'il n'y a pas trop de sable dans la vague, une femme adore autant qu'un homme faire l'amour. Vous êtes d'accord avec ça, mesdames? Dites-le plus fort, alors. Ah ouais, ça fait du bien d'entendre ça. Hein? On a besoin d'être rassuré parfois. Faire l'amour n'est pas un truc de mec. Une femme a autant de plaisir qu'un homme quand les conditions sont remplies. La nature est bien faite. Souvenez-vous de la devise du bonheur en couple. Vous vous souvenez? Il est heureux quand il la sait heureuse, et elle est heureuse quand elle se sait unique à ses yeux. Eh bien, ça, c'est vrai à la puissance 10 au lit. Elle est heureuse quand elle se sent unique à ses yeux. Elle est alors en pleine confiance avec lui et peut se laisser totalement abandonner à sa propre jouissance. Elle fait l'amour parce qu'elle en a envie et plus uniquement pour lui faire plaisir. Et quand alors elle lui dit « Oh mon chéri, c'était fabuleux, extraordinaire, je t'aime, merci beaucoup, mais comment tu fais? Mais vous êtes mis à 4 ou quoi? C'est pas possible !» Ah là, c'est plus du poisson qu'elle lui donne, hein?
Non, là, c'est le chalutier entier. Là, il sait que sa princesse est heureuse. Et ça remplit le prince de bonheur. Alors voilà, quelques réflexions sur le couple, évidemment. Il n'y a aucune vérité absolue dans tout ce qu'on a partagé, mais enfin voilà, comme ça donne quelques pistes de réflexion. D'accord? Merci. Merci pour la question, en tout cas. Merci. Merci à vous. Très bien. Merci, on peut encore applaudir Paul. Merci, Jean. Bravo. Merci à toi. Ça a été ta révision? Ça va? Ouais. Alors, j'avais deux choses à dire. Je pense que arroser le jardin et donner du poisson n'aura plus la même signification pour vous à partir de ce soir. Et le chalumeau et le four. Et le chalumeau et le four, bien entendu. Et puis deuxième chose, je vous encourage à noter tout ce qui a été dit ce soir. Parce que vous verrez que la mémoire devient vite sélective. Au bout de quelques mois, il y a des choses qu'on vient de retenir moins. Donc c'est toujours intéressant de noter, il faut redoubler et aller voir Paul. Donc je pense qu'il aura toujours cette même fraîcheur pour nous rappeler des bonnes choses. Donc encore un grand merci. Merci à toi. Et toute l'émotion que tu nous as livrée. Merci. Merci Paul. On peut l'applaudir. Merci.